Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cet après-midi de clôture du congrès Lambda-Mu. Je suis Émilie Zapalski, je suis journaliste et je suis ravie de vous accompagner dans ces moments-là. Nous allons avoir des séquences avec des experts de domaines différents qui vont nous donner leur vision de la crise Covid, de la façon dont elle a été gérée au sein de leurs structures et de leurs organisations et même au niveau national. Et puis, nous organiserons ensuite la remise des prix, le prix Recherche et Industrie et les prix Lambda-Mu d'or. Mais avant tout cela, je laisse tout de suite la parole à Pierre-Étienne Labot, professeur à l'École polytechnique de Bruxelles, président du comité du programme. Je lui laisse la parole pour quelques mots de bienvenue et aussi pour revenir sur l'aventure qu'a représentée l'organisation du congrès dans ces conditions sanitaires toutes particulières que nous connaissons tous. Pierre-Étienne. Merci Émilie. Bonjour à toutes et à tous qui vous êtes connectés, potentiellement pour la 5e fois tout au long de ce congrès, peut-être même la 6e pour ceux d'entre vous qui étiez déjà parmi nous pour les tutoriels. Alors, nous ne sommes pas le jeudi 15 octobre 2020 au Carré des Docks du Havre, si on peut avancer au slide suivant. Voilà. Non, nous n'y sommes pas. Petit clic encore. Cette date qui avait pourtant été marquée dans nos calendriers depuis une belle durée, dans nos plans initiaux. C'est un tout autre déroulement qui s'est produit finalement pour cette édition qui restera un petit peu historique pour notre congrès. On peut passer au slide suivant. Laissez-moi un petit peu vous expliquer, pas tout de suite, comment reculer. Comment se prépare normalement un congrès Lambda-Mu, du moins par le petit bout de la lorgnette, assez biaisée, je dois le dire, d'un président de comité de programme. Alors, tout commence lors de l'édition précédente, où en général, au détour d'un couloir d'un palais des congrès, un responsable de l'IMDR commence soudain à vous parler de l'édition suivante. Après avoir tourné quelques instants autour du pot, il place sa banderille en vous demandant si vous ne seriez pas intéressé d'être le président du comité de programme à cette occasion. Et si vous avez participé 6 ou 7 fois au bureau du comité de programme auparavant, il faut bien dire que ce genre de demande ne vous surprend pas non plus énormément. Vous voilà donc président et, il faut le dire, il y a quelques années où les couleurs sont même encore plus jolies. Mais il y a aussi un lieu qui est déjà choisi ou pressenti à ce moment-là. Et il y a des éditions où on arrive même à avoir à peu près la localisation qui était prévue sur ce genre de carte. Alors la première tâche comme président du comité de programme, c'est de constituer sa garde rapprochée, c'est-à-dire son bureau. Voilà, les photos sont à peu près convaincantes. Subtil mélange dans ce bureau de quelques habitués de l'aventure des Lambda-Mu et aussi des personnes qui amènent du sang neuf, malgré qu'elles aient souvent été bien impliquées dans les activités de l'IMDR auparavant. Et si vous êtes un peu loin de la région parisienne, il peut vous sembler pertinent aussi d'avoir une vice-présidente à vos côtés. Voilà, au fait, bonjour Carole. Alors, quelques mois plus tard, vient le moment de discuter de l'orientation qui sera donnée au congrès en termes de thématiques notamment. C'est l'exercice obligé pour le président du comité de programme, rédiger l'édito de l'appel à communication qui sera aussi celui du futur programme. Et l'appel à communication peut alors être lancé. Voilà, nous sommes en général à ce moment-là à la fin du printemps. Voilà. Et fin du printemps de l'année qui précède celle du congrès. De cette fin de printemps jusqu'à la fin de l'année qui suivra, on peut le faire apparaître, il faut alors attendre les retours que l'on espère nombreux à cet appel à communication. Le bureau du comité de programme va examiner les propositions et les distribuer au groupe d'évaluation constitué des membres du comité de programme. Une fois que leurs retours sont disponibles, on ébauche alors la première version du programme avec le jeu subtil des regroupements thématiques, de la sélection des papiers aussi. Bref, c'est la grosse partie du boulot. Et une fois que c'est fait,
En gros, il reste juste à attendre les communications complètes et puis finalement à discuter des menus des repas pendant le congrès, ce qui est quand même le point le plus important. Cette constitution du programme prend en général 2 réunions du bureau, typiquement vers la mi-mars, et vous avez vu apparaître à l'écran la mi-mars, le moment où s'est invité le participant le plus mémorable à ce congrès. Pour la première réunion, j'étais à Paris. Pour la suivante, moins d'une semaine plus tard, les déplacements n'étaient plus possibles. Alors, quel est-il donc advenir de cette première version du programme, finalisée lors de cette première réunion en ligne que nous avions eue? Tout s'est joué lors des réunions d'un groupe d'anticipation mis en place par l'IMDR pour discuter des options qui étaient possibles pour le maintien du congrès au cœur de cette crise sanitaire qui commençait. L'IMDR a donc fait le choix, et ô combien judicieux, de faire passer le congrès en ligne bien à l'avance. Et c'était important. On a donc regardé ce qu'on avait fait jusqu'à ce moment-là, et on a remis l'ouvrage sur le métier. Je vous passe évidemment quelques itérations qu'il y a fallu dans ce processus, mais grâce au maintien de la plus grande partie des communications qui avaient été proposées, grâce à la souplesse également dans la gestion des retours par le secrétariat du Congrès, et merci Sarah pour cela, et aussi dans les relectures des communications complètes, merci chers membres du comité de programme, nous avons pu proposer le nouveau programme et préparer cette nouvelle expérience de congrès en ligne en essayant de réinventer tout ce qui pouvait faire la spécificité d'un congrès lambda mu dans ce nouveau contexte. Voilà un peu cette petite histoire, assez subjective, je l'avoue, Émilie, du congrès, mais c'est un petit peu comme ça que les coulisses se sont déroulées pendant tout ce temps. C'est une belle façon, en tout cas, de résumer toute cette aventure incroyable et cette réussite, finalement, d'avoir réussi à mettre en ligne ce congrès. Et là, la clôture en est même encore la preuve, ça continue toujours. Et alors, donc, dans la continuité, justement, de ce retour sur le congrès, je vous propose maintenant une séquence. C'est avec Carole Duval, donc d'EDF, vice-présidente du comité du programme. Elle revient sur le congrès, son bilan, le nombre de participants, le nombre de communications. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Bonjour. Le congrès lambda mu peut être regardé de manière quantitative et je voudrais vous en donner quelques chiffres marquants. Nous étions 359 inscrits ou participants et parmi eux, nous étions 147 industriels. Il y avait 66 universitaires, 30 instituts de recherche, l'IRSN, l'ONERA par exemple, 27 associations, dont la SELF, l'ICSI, l'IMDR, 53 sociétés de conseil et 2 collectivités locales, Seine-Grand Lac et la métropole du Havre. Le lambda mu, c'est aussi des dizaines de milliers de clics et de connexions. Avant cette dernière demi-journée, nous étions à 11 754 clics sur la page d'accueil, 2711 visites de l'exposition industrielle, avec bien plus d'1 millier de visites pour l'un d'entre eux, lequel, je vous laisse chercher, mystère, 121 visites des tutoriels et 117 visites en replay. C'est bien le côté positif du format numérique du congrès, la possibilité qui nous est offerte d'accéder a posteriori aux différentes sessions. Ce fut le cas de la session conférence numéro 3, le 10 novembre, sur la transition climatique, les crises, le MBSA, la maintenance et l'intelligence artificielle avec le traitement automatique des langues. Elle a bien reçu 76 visites en direct, complétées par 232 visites en replay. Les sessions en direct ont eu un grand succès, comme la première en fin de journée du 10 novembre, avec 494 participants en direct. Et je termine avec ces succès, cette vision quantitative du congrès, et repasse la parole au président. Alors, juste avant le président qui reprend la parole, Pierre-Étienne, bravo, parce que c'est des résultats quand même. On voit qu'il y a les sessions directes qui ont bien marché, mais il y a aussi le replay, c'est l'avantage des sessions en ligne avec la possibilité de revoir. Au-delà de ces informations quantitatives,
Qu'est-ce qui s'est passé sur les nouvelles tendances méthodologiques? Qu'est-ce qu'on peut en ressortir? Est-ce qu'il y a eu des innovations, des tendances méthodologiques nouvelles qui se sont dégagées durant ce congrès, Pierre-Étienne? Oui, certainement. Mais je veux revenir sur ce point que Carole soulignait déjà, parce que c'est sans doute la première tendance forte de notre congrès qui dépasse les disciplines, cette possibilité de pouvoir utiliser les replays pour revoir des présentations qui nous ont intéressés, celles qui étaient en conflit dans le programme, celles qui étaient en conflit tout simplement avec nos agendas. Je pense que quelle que soit la forme que prendra le prochain congrès, et ça reste encore un petit peu à définir en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, on espère qu'on sera un petit peu plus en présentiel, mais je pense qu'on devra s'inspirer de cet élément-là pour permettre de garder cet élément. Chacun a connu cette frustration de louper une session ou de poursuivre une conversation dans une pause café et de louper le début d'un exposé qu'on voulait pourtant écouter. Il y a des possibilités qui existent désormais et même en présentiel, mais je crois qu'il y a des choses qui vont nous permettre d'utiliser ces nouvelles technologies pour améliorer et rendre plus attractifs encore ces congrès. Donc, c'est sans doute la transition la plus marquante, mais bien sûr, il y en a d'autres. Et quand on a, il y a un peu plus d'un an et demi, défini la thématique spécifique du congrès, les risques au cœur des transitions, même si l'on souhaite quelque part que cette thématique puisse être inclusive, qu'elle puisse aussi anticiper réellement des évolutions que l'on perçoit, qu'on a déjà vu poindre lors d'éditions précédentes, c'est toujours un pari que l'on fait en lançant une thématique particulière, sans savoir a priori si les propositions de communication que l'on recevra s'inscriront vraiment dans cette thématique ou resteront peut-être plus classiques. Et je dois avouer qu'on s'est fortement réjoui de voir à quel point les congressistes ont répondu positivement à cet appel particulier, à cette thématique qui était proposée, tant pour confirmer des tendances qui étaient déjà apparues lors de la dernière édition du congrès, que pour mettre aussi en lumière de nouveaux défis qui se posent au niveau de la maîtrise des risques. Alors, une tendance nouvelle qui est assez claire est apparue au niveau de la transition climatique qui a occupé plusieurs sessions. Risques liés aux nouvelles énergies, aux nouveaux vecteurs énergétiques comme l'hydrogène, impact d'événements extrêmes potentiellement plus fréquents, que ce soit sur le réseau électrique, sur les infrastructures, même sur les populations invasives dans notre contrée. Pas mal de nouvelles questions sont apparues et des premières méthodes, des premiers pas pour essayer de pouvoir gérer les questions de risque associées à cela. Un autre point, c'est la transition numérique, qui a vraiment confirmé la percée qu'elle avait opérée lors du précédent congrès où elle avait été mise en lumière. Elle intervient de plus en plus tant par la partie numérique croissante dans les systèmes et les risques qui y sont associés, notamment le cyber-risque, mais aussi en qualité de nouvel outil par le biais du big data, du machine learning, du traitement automatique des langues, comme support à des activités plus classiques, que ce soit la maintenance, la surveillance des dégradations, l'asset management, le retour d'expérience, pour ne citer que ces quelques exemples. Cette transition numérique nous invite clairement à revisiter des modèles classiques de sûreté de fonctionnement qui deviennent plus complexes, mais aussi notre rapport au travail, à la formation des travailleurs, le changement de culture aussi lié à la transition générationnelle qui devient présent. Elle nous pousse également à explorer de nouveaux pans en matière de régulation, de normalisation. Donc, pas mal de défis sont présents, pas mal d'approches aussi ont été proposées et je crois que ça restera un des thèmes forts des futures éditions. Mais il y a évidemment une des tendances majeures que nous allons seulement aborder lors de cette session de clôture qui est incontestablement liée à la crise sanitaire que nous traversons, qui interagit avec les autres transitions, notamment cette transition numérique. Elle nous questionne dans les problèmes de gestion de crise sur le long terme et à très grande échelle géographique, dans la continuité d'activité aussi, dans les risques qui peuvent être liés ou les avantages à la motivation des travailleurs, différence de statut que l'on peut rencontrer dans les risques qui sont associés à la communication, à l'expertise. Mais toutes ces idées, je vais juste les laisser à l'état de teaser quelque part. On y reviendra largement dans la suite.
Oui, tout à fait. Merci Pierre-Étienne. On va y revenir en effet d'ici peu. Alors, vous avez parlé de beaucoup de changements, hein, d'évolution numérique, climatique. Vous avez parlé de la crise sanitaire avec ce fameux teasing pour l'échange que nous allons avoir. Mais il y a des traditions aussi. Et je crois que vous en avez une qui est musicale, une tradition musicale durant le congrès. Et je vous laisse l'expliquer parce que vous la connaissez bien mieux que moi. Pour la première fois en ligne, mais en tout cas, c'est une tradition. Voilà, effectivement, on a voulu émuler à peu près toutes les activités traditionnelles d'un lambda-mu, à l'exception évidemment des occasions présentielles, mais il y a quelque chose évidemment qui manquait, quelque chose que nous n'avions pas essayé d'émuler jusqu'ici. Puis pourtant, on s'est dit que c'est quand même un ingrédient essentiel. Ça colore vraiment les dîners de gala des congrès depuis toujours. Alors, je vous laisse découvrir ce que nous avons tenté de faire pour retrouver un petit peu de cette douce folie, tout en vous demandant votre indulgence. Nous avons fait ça avec les moyens modernes. Je vous demanderai, pour les habitués, de nous faire part de votre Rex et, oserais-je dire, de votre Cloarex, mais je vous laisse découvrir les imberbes barbes IMU. Je me préparais bien entendu à un congrès sans imprévu. J'avais choisi de dire bonjour à la Normandie. Havre de paix, Mecken et moi, un pangolin et patatras. Il fallait tout recommencer, virtualiser. Pandémiser. Viens à les congrès. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, on peut tout voir réflexionner, rien les replays. Tu m'as dit, c'est pas foufou, sur une plateforme, discuter le coup et vivre la souris à la main, du soir au matin. Mais tu es vite devenu addict, tu poses ta carte de visite, pour rire t'écris en commentaire, IMDR. Oh, pandémiser. Viens à l'Icongrès, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, on peut tout voir réflexionner, rien à les replays. Lambda da 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 da, lambda da mu, lambda da 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 mu, lambda da 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 da, lambda da mu, lambda da 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 mu. Hier c'était l'inconnu, mais ce matin, se sont encore levés tôt en vaillant héros. On croyait être 4 à 500, on fut tous là de 7 à 800, connectés contre vents et marées, quelle communauté. Oh, pandémiser, viens à les congrès. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, on peut tout voir réflexionner, rien à vérifier. Oh, déconfiné, reviens au congrès. Virtuel sera fini, à Marseille ou à Nancy, on peut revivre la COP23 sans les repas. Lambda da 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 da, lambda da mu. Lambda da 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 mu. Lambda da 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 da, lambda da mu. Lambda da 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 mu. Bravo, bravo à ce groupe, hein, parce que vous gardez cette énergie malgré les conditions. Alors j'ai bien aimé la petite histoire du pangolin hein, qui est au tout début, à l'origine de tout ça, mais belle énergie pour ce lambda-mu un peu particulier. Mais je viens de recevoir une sollicitation de l'Opéra de Paris d'ailleurs, nous demandant, ou non, c'était de l'Apéro de Paris, pardon, même si je tiens à préciser que tout ça a été fait à jeun. Voilà, je pense que c'est à moi à nouveau. Allez-y, oui, alors parce que vous aviez envie de dire quelques mots de remerciement après justement tous ces moments assez importants que vous avez vécus durant ce congrès.
Voilà, effectivement, parce que la réalisation complète d'un congrès comme celui-ci et le changement de cap et l'adaptation permanente, c'est une aventure qui a impliqué pas mal de personnes et on peut passer au slide suivant peut-être juste pour les mentionner, principalement par catégorie. En tout cas, je tiens tout d'abord à remercier l'IMDR, son président Philippe Lepoac, que je veux remercier pour sa confiance en m'ayant confié cette tâche. J'inclus évidemment dans l'IMDR le comité d'organisation du congrès ainsi que le groupe d'anticipation qui a été présidé par Yves Mérian. Et bien sûr Clément et Manon, et notamment cette dernière pour tous les efforts qu'elle a investis pour la vidéo des Barbimus ces derniers jours. Alors je voudrais également remercier de tout cœur Polynôme pour son travail dans l'organisation de ce congrès. Ils, ou plutôt elles majoritairement, sont là depuis de nombreuses éditions du Lambda-Mu, peu visibles mais très efficaces, et c'est peut-être justement parce qu'elles sont efficaces qu'on les voit peu, mais je voudrais particulièrement souligner le travail qui a été réalisé par Sarah et par Chloé, qui ont pris le vent de face clairement dans toute la période un peu troublée que nous avons connue dans l'organisation et qui sont grandement responsables du succès de cette organisation. Il est aussi important pour moi de pouvoir mettre à l'honneur tous les membres du comité de programme, sans l'implication desquels la qualité du congrès ne pourrait être garantie. Et je l'ai signalé tout à l'heure, ils ont dû faire preuve d'un peu de souplesse par rapport au timing qui avait été à l'origine établi pour la relecture des communications complètes, et je les en remercie. Et je voudrais évidemment tout particulièrement remercier tous les membres du bureau du comité de programme qui ont œuvré pour rendre le programme du congrès possible et le plus attractif possible également. Et j'inclus également Cyril Merle qui nous a accompagné une bonne partie de ce chemin. Alors je voudrais aussi avoir un mot particulier de remerciement pour ma vice-présidente, pour Carole Duval, qui a dû recevoir à peu près autant de mails que moi pendant toute cette période d'un peu plus d'un an et demi, sans se départir de sa bonne mine, pour faire un petit lien avec ce que m'a montré tout à l'heure, ou en tout cas de sa bonne humeur. Et puis je voudrais tout simplement remercier chacune et chacun pour votre participation à ce congrès, principalement les auteurs de communication, parce qu'au moment où il fallait boucler ces textes, eh bien, on était dans une période où c'était pour pas mal d'entre nous un temps de sauve qui peut, quelque part, dans nos activités premières. Donc, merci de nous avoir fait confiance, aussi en vous étant inscrits à cette forme de congrès en ligne, une première, sans trop savoir comment ça allait fonctionner, mais merci de l'avoir fait vivre également par les différentes interactions, par les replays, par vos interactions aussi avec les exposants industriels. Il me reste donc juste à souhaiter un plein succès à la personne qui me succédera dans ce rôle pour l'édition prochaine, en espérant un congrès où on pourra se voir un petit peu plus et où on pourra retrouver plus de normalité, mais sans oublier les acquis de cette expérience. Voilà, merci beaucoup. Merci Pierre-Étienne pour tous ces mots. Alors avant de penser à notre vie d'ici quelques temps où le présentiel reprendra sa place, je vous propose tout de suite de passer à notre séquence suivante, une séquence d'échange avec plusieurs personnalités qui vont nous donner chacune leur vision de la crise sanitaire, nous expliquer ce que cela a provoqué dans leur organisation et quelles réflexions cela a fait naître. Et on commence tout de suite avec vous, Myriam Merad. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, le Centre national de recherche scientifique. Alors, votre première observation, elle est intéressante puisqu'elle concerne la communauté scientifique que vous connaissez bien, une communauté qui fournit des données, des méthodes et des savoirs, mais dont les responsables politiques ne se sont pas forcément toujours bien saisis. Une utilisation en quelque sorte à la baisse de cette expertise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que vous entendez par là ? Oui, et pour vous répondre, merci pour cette introduction. Je vais partager avec vous 4 formes de transition qui me semblent être apparues sur ces formes de lien entre décisions politiques et décisions et choix scientifiques. La première, toujours dans ce rapport entre science et politique,
c'est le lien entre et la mobilisation de l'expertise institutionnelle et ce passage vers ce cheminement par commission scientifique. Alors, on a vu le traditionnel d'agences et d'institutions qui sont mobilisées suivant leur champ de compétences administratives, c'est-à-dire leur dépendance ministérielle. Et on a vu apparaître dès la première vague, en France notamment, l'arrivée de deux formes de commissions scientifiques nommées par à la fois le président ou des représentants du gouvernement. Ceci est une véritable rupture. Je pourrais continuer à énumérer ça, à moins que vous vouliez rebondir sur ce point. Le deuxième point est... Oui. Non, simplement, c'est-à-dire que pour vous, vous considérez que c'était nommer un conseil spécifique alors qu'il existait déjà une communauté qui était là, qui était présente? Alors, effectivement, ceci pose deux questions. D'abord, qui nomme? Et quand on nomme, quelles sont les conditions de légitimité de nomination? Il existe des commissions scientifiques, mais souvent qui sont nommées par des personnes, quand je dis compétentes, c'est-à-dire compétentes dans leur sphère de responsabilité, à nommer leur pairs. Cependant, pour la première fois, on a assisté à des nominations politiques de scientifiques pour se saisir effectivement de problèmes, certes nationaux, mais tout de même qui posent question sur ce que sont ces critères de sélection. Jusqu'à présent, et depuis l'organisation des grands corps par Napoléon, nous avons nous continuons d'ailleurs à avoir une expertise nationale. Et donc, il y avait une retranscription des problèmes qui étaient posés en national ou en régional vers les agences ou les instituts. Ceci se fait, mais caché par ce fonctionnement de commissions scientifiques qui, elles, ces commissions scientifiques, émettent des avis. Et alors, est-ce que ça veut dire que c'est un nouveau rapport qui est instauré entre la science et le politique? Alors, ce que je pourrais dire à ce stade, c'est qu'on a une forme de double captation. D'abord, une captation du scientifique par le politique, c'est-à-dire qu'il se saisit sur des sphères au-delà de ses sphères de compétences, de nomination. Il est compétent pour nommer à des postes politiques des scientifiques, et auquel cas, ces scientifiques deviennent des politiques. Et on a une captation aussi des scientifiques de la sphère politique, c'est-à-dire que là où on avait un continuum entre ce qu'était science, recherche et expertise, on a une arrivée actuellement directement de la sphère scientifique vers un positionnement de la science pour la décision, et donc des fois une difficulté à voir la frontière entre le champ de compétences du scientifique et celui qui va éclairer un champ politique, c'est-à-dire qui va éclairer des choix de société et donc va sortir de sa spécialité scientifique pour accompagner l'action. Il y a un autre point sur lequel vous insistez, c'est aussi la façon dont un certain nombre de scientifiques, et notamment des médecins, ont commencé à se positionner dans le débat, et notamment le débat médiatique. Vous ne semblez pas y être très favorable. Expliquez-nous quels sont les risques à cela. Alors, tout à fait, merci de rebondir sur ce point. Il y a, toujours à ce niveau-là, on assiste à plusieurs glissements. D'abord, le passage de science vers le scientifique, c'est-à-dire l'incarnation du personnage qui porte ce savoir ou qui porte des savoirs constitués par des tiers. Et on arrive avec des postures qui sont souvent des postures des oppositions d'ego, au lieu d'être des disputes de scientifiques qui devraient se passer, et quand je dis disputes au sens de l'agora, c'est-à-dire des présentations d'arguments et de faits, de manière à arriver à construire un savoir collectif consolidé. Et là, on arrive dans des situations où vous avez des combats d'ego, et des combats d'ego qui veulent incarner une posture, et qui est souvent très peu scientifique, elle est souvent... Là aussi, en fait, du coup, à trop incarner, à vouloir être dans l'ego et non pas dans le contenu, on arrive à une difficulté à rendre compte au sein de la société civile de ce qui fait l'objet de science, c'est-à-dire quelque chose qui est consolidé, à quelque chose qui fait l'objet d'expertise et ce qui
qui appelle à de l'expertise, c'est la manière avec laquelle on va mobiliser des savoirs scientifiques sur des zones qui sont encore des zones obscures, hein, des zones aveugles, et sur lesquelles il va falloir faire appel à quelque chose qui est autre que le savoir scientifique, c'est-à-dire commencer à apporter des cours d'éclairage. Et là, comme il n'arrive pas à l'expliquer, pour différentes raisons, que j'ai expliquées par rapport à l'ego, mais qui peuvent être aussi une difficulté à avoir une approche didactique des savoirs, c'est-à-dire de ce que l'on sait et de ce que l'on ne sait pas, sans opérer sans afficher que des certitudes, eh bien on arrive à une espèce de cacophonie face aux tiers, et qui contribue plutôt à décrédibiliser la science, décrédibiliser la recherche, et décrédibiliser par là même les scientifiques. C'est vrai qu'on a assisté plusieurs fois sur des plateaux télé ou quoi, à, comme vous dites, une cacophonie avec des médecins qui n'étaient pas du même avis, et difficile de se retrouver là-dedans. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un intérêt à ce que les scientifiques et les médecins interviennent, mais là, publiquement, pour donner des explications d'une manière un petit peu plus pédagogique, pour aider les Français à comprendre ce qui se passe? Oui, oui. Alors, tout à fait. Alors, oui, mais il faudrait distinguer aussi plusieurs choses. D'abord, effectivement, ce qui fait science, c'est un travail en commun. Certes, vous avez des gens qui vont apporter des contributions à la science. Néanmoins, la science, c'est une contribution de plusieurs individus, de plusieurs personnes qui, au fur du temps, ont mis au pot commun. Et donc, il faudrait qu'il y ait des profils de personnes qui ne font pas que du média training, hein. C'est des personnes qui doivent avoir une aptitude à connaître l'histoire des sciences, la manière avec laquelle se constitue la science, et ces zones-là, et à expliquer ces zones noires, et ces zones, quand je dis blanches, c'est-à-dire des zones sur lesquelles il y a l'accord et désaccord. Il faudrait aussi des personnes qui arrivent, quand je dis des tiers, scientifiques ou non, qui arrivent à expliquer ce qu'est la controverse scientifique, sans que ce soit des débats de personnes. Alors, qui pourrait le faire? Il peut y avoir effectivement des scientifiques qui peuvent avoir ces capacités de rendre accessibles des savoirs qui ne le sont pas aux tiers, c'est-à-dire à des gens qui sont hors de leur communauté scientifique, hein, pour ceux qui vont les utiliser pour l'action. Mais ça peut être aussi d'autres passeurs de savoir. Pour en citer quelques-uns, on est tous familiers avec certaines émissions scientifiques, avec Max Lesky, qui faisait notamment, pour ne citer que lui, effectivement, tout un travail de vulgarisation au sens noble du savoir scientifique. C'est intéressant ce que vous dites, parce que Max Lesky ou même Michel Simès, hein, qui est un petit peu le médecin qu'on connaît tous avant même la crise Covid et qu'on voit apparaître les médecins sur les plateaux, reprend un peu la main ces derniers temps dans cette forme un peu pédagogique et de décryptage, comme vous le dites. Tout à fait, tout à fait. Et ce qui est aussi, et ça me permet aussi de revenir à effectivement cette crise et ce qu'elle questionne au sein même de notre communauté, c'est effectivement aussi la disparition de la scène publique, mais aussi de la mobilisation des savoirs de notre communauté face aux décideurs publics, de cette science des risques et des dangers. Donc vous voyez, il y a notamment, si je prends que la sphère de la communication des risques, qui s'est structurée ces dernières années, eh bien on sent qu'au sein de ces commissions scientifiques, peu, sinon pas, de personnes n'ont une connaissance sur ce qui fait effectivement la perception de risque, ce qui va faire qu'un certain nombre de mesures de prévention des risques, de gestion de crise vont être suivies, au contraire mises au banc. Et là, on a un véritable challenge au sein de notre communauté, c'est comment rendre accessible notre expertise, ce qui fait objet de science, et le rendre accessible aux décideurs privés, d'ailleurs public. On verra tout à l'heure avec mes collègues qui aborderont certainement effectivement la manière avec laquelle ils ont contribué à leur échelle à faire percoler ces savoirs. Ça veut dire qu'il y a matière à réflexion et à réfléchir. Enfin, il y a des enseignements à tirer de cette crise et de la façon dont les scientifiques ont été intégrés dans la gestion, en fait. Oui, oui. Tout à fait. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on appelle aussi scientifique? Qu'est-ce qui est considéré comme objet de science
et non objet de science. Bien évidemment, tout ce qui est sciences de la santé, et sont considérées comme de la science. On retrouve aussi au sein des commissions scientifiques la science de la donnée est-elle reconnue? Et quant aux sciences humaines et sociales, eh bien, ceci pose question. On retrouve au sein de ces commissions, mais qui sont sur des sujets qui sont connexes par rapport à ce sujet de la crise Covid. Et donc, on se demande effectivement, en tout cas, ça doit faire question au sein de notre communauté, c'est effectivement qui a accès au savoir et aux méthodes et au retour d'expérience que nous développons en pratique. Et qu'est-ce que ça devient? Est-ce qu'effectivement, ne faudrait-il pas créer effectivement des passeurs de savoir au sein de notre communauté MDR qui seraient à l'interface des décisions publiques? En tout cas, le terme est très beau. Passeur de savoir à retenir. Merci beaucoup. Si vous le souhaitez, vous pouvez poser des questions et on recevra les questions au fur et à mesure. Là, pour l'instant, je n'en vois pas arriver et on aura l'occasion, Myriam, tout à l'heure, de revenir puisqu'on se retrouvera avec les autres intervenants pour une discussion à tous les 4, enfin tous les 5 avec moi. Merci beaucoup pour ces premiers éléments d'information. Et pour poursuivre nos réflexions, je vous propose tout de suite d'accueillir 2 autres intervenants qui travaillent dans la société At-Risk, créée en 2010 dans le domaine du management des crises et des risques. Bienvenue à Ludovic Pingano, bonjour, vous êtes le fondateur et le dirigeant de la société. Et bienvenue aussi à Sylvie Garandel, vous êtes consultante associée dans la société At-Risk. Cette société donc travaille depuis plusieurs années sur la gestion des risques et des crises. De votre côté, Ludovic, pour commencer par vous, vous avez une expérience aussi très approfondie de cela, parce qu'avant même de créer cette société, vous avez été sapeur-pompier, vous avez aussi travaillé pendant plusieurs années au sein du ministère de l'Intérieur, dans la cellule de crise interministérielle. Vous avez notamment vécu l'attentat de Charlie Hebdo, l'attentat du Bataclan, l'organisation de l'Euro 2016 avec des menaces terroristes qui étaient très fortes, et j'en passe encore, donc une expérience assez forte de ce que ça représente que les risques. Alors, j'ai envie de vous demander quel constat vous tirez de la gestion actuelle de la crise Covid, globalement, parce que, bon, elle nous paraît quand même assez exceptionnelle, mais pourtant, vous dites qu'il y a des choses qui se répètent, il y a des éléments communs à d'autres crises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Ludovic ? Si Ludovic nous entend bien. Ah. Ludovic, je pense qu'il n'y a pas le... On n'a pas le son. Voilà, il faut juste brancher le son. On va voir Ludovic tout de suite. Sinon, je commence avec Sylvie. On va démarrer avec Sylvie, peut-être, si Ludovic a un problème de connexion. Sylvie Garandel, vous travaillez aussi dans la même société, At-Risk. Et donc, on va revenir sur les invariants, sur les choses qu'a repéré Ludovic. Pour votre part, vous êtes intéressé à l'impact de la crise sur la société elle-même. Comment est-ce que ça change les pratiques? Comment est-ce que ça change même les offres? Vous avez dû un petit peu réorganiser tout ça par rapport à une crise qui vous est arrivée de plein fouet, mais dans laquelle vous êtes aussi professionnel. Enfin, c'est votre cœur de métier. Racontez-nous. Oui. Bonjour tout d'abord. Est-ce qu'on pourrait passer sur le slide 4 ? Voilà. Encore un petit peu plus loin. Et encore. Voilà. Donc, juste pour parler justement de la manière dont nous avons vécu cette crise, finalement, ça s'est traduit par, in fine, un double regard, une double perspective, à la fois une partie de gestion de la crise à notre niveau, très opérationnelle, avec une adaptation nécessaire. Le fait que, par exemple, on ait mis en place une organisation spécifique dédiée à l'assistance de nos clients qui étaient sous abonnement, l'adaptation de nos offres pour mieux répondre au travail à distance, à la nécessité du coup de travailler sur des
des horaires comptabilisés à l'heure et plus à la journée, comme on le fait classiquement dans le conseil. L'annulation de toutes nos activités en présentiel, évidemment. Hein, j'imagine que toutes les sociétés de conseil se retrouvent dans la même situation. Et puis, du coup, la nécessité de passer par des canaux de communication de manière un petit peu plus importante que d'habitude. Et donc, en fait, voilà, on est allé vers les réseaux sociaux, notamment pour communiquer avec nos clients, et puis aussi vers des aspects fil WhatsApp, etc., pour communiquer en direct avec nos clients et puis leur permettre d'échanger sur des possibilités de petits conseils, de petits trucs, par exemple, comment trouver des masques, etc. Dans le même état d'esprit, on a dû effectivement se coordonner au niveau ressources humaines, en fait, pour arriver à mettre nos forces vives à disposition pour les clients qui étaient sous abonnement. Et du coup, on a dû faire face aussi avec des nouvelles demandes d'accompagnement un petit peu plus spécifiques, comme par exemple des demandes liées à des entreprises du BTP. Autre aspect qui nous semble vraiment important, en fait, c'est la nécessité d'avoir un travail réflexif qui a été mené en interne tout au long de la crise. Travail réflexif avec l'élaboration d'une première méthode dédiée à l'anticipation en situation de crise que l'on a pu mettre à disposition de nos clients et puis mettre en œuvre. Un travail de réponse à des projets de recherche aussi, pour se positionner par rapport à ça. Et puis, dans un second temps et plus en interne, finalement, la nécessité de faire du retour d'expérience en cours de crise, finalement, sur nos accompagnements, notre manière de travailler, et ceci tout au long du confinement et du déconfinement. Enfin, on a dû mettre en place un travail de recherche en parallèle avec des notions de collapsologie, des orientations sciences humaines qui nous ont permis aussi en interne d'être dans ce travail réflexif sur notre manière d'aborder cette crise. Oui, parce que je dois préciser, donc vous êtes spécialiste des facteurs humains et organisationnels et que vous avez notamment travaillé dans le nucléaire, donc là aussi, pas mal de risques à prévoir, en tout cas une maîtrise des risques importante à faire. Vous avez travaillé 11 ans au sein du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, le CEA. Alors, vous avez aussi mené, au-delà de cette réflexion interne sur les offres, la manière de gérer vos clients, les réseaux sociaux, de les approcher, vous avez aussi travaillé sur un aspect intéressant qui est le positif. Qu'est-ce qu'on peut retirer de positif là-dedans? Qu'est-ce qu'on peut essayer de capitaliser sur des réactions, des comportements et des idées qu'on aurait mis en place comme ça face à la crise? Expliquez-nous un petit peu le fruit de ces échanges. Oui, alors en fait, effectivement, dans ces situations de crise qui durent, on se retrouve avec un moral qui peut avoir tendance à baisser. Et donc, du coup, ce qui nous a paru assez intéressant, et je reviendrai sur les notions développées par Étienne Klein, et notamment la traduction en chinois du terme crise, qui donne une balance entre cet aspect danger, risque, et puis de l'autre côté, les opportunités. Finalement, ça a été de se recentrer sur nos fonctions essentielles, comme si la crise créait une contraction autour des fonctions essentielles de l'entreprise d'une manière générale. Ce retour à l'essentiel, du coup, permet à nouveau un sens au travail qu'on retrouve, même si parfois on l'a un petit peu perdu au gré des interventions qui n'étaient pas forcément tout à fait dans le cœur de métier. Donc un repositionnement sur ce cœur de métier et une réactivité, une expérience et une expertise dans nos domaines de prédilection qu'on a pu mettre en œuvre finalement tout au long de la crise en assistant nos clients en abonnement. Et du coup, cette crise a créé une opportunité pour nous à la fois de faire un vrai travail introspectif sur quel est notre métier,
qu'est-ce qu'on fait ensemble finalement, pourquoi on est là tous ensemble dans cette entreprise pour travailler et sur quoi. Ça nous a permis de relancer une dynamique de groupe également et de revoir nos offres, notre positionnement par rapport au marché et de reconstruire au travers de ça des territoires de confiance. Voilà ce qui me semble important au niveau de la manière dont nous avons vécu cette crise au sein d'Atrisk. Mais je pense que c'est très important parce que c'est vrai qu'on a une vision très souvent critique de ce qui s'est passé, de la gestion. Là, c'est aussi ressortir les opportunités, comme vous dites, de cette crise et de ces risques qu'on a traversés avec des éléments très positifs. Quand vous parlez de sens au travail ou de travail introspectif pour savoir ce qu'on fait, quel sens ça a donné, c'est très important. Merci pour ces éléments, Sylvie. On retrouve Ludovic. Alors, j'avais fait un bon teasing sur votre parcours, mais vous n'étiez même pas là. Donc, j'étais là, j'ai tout entendu. Ah, voilà, vous avez tout entendu. Donc c'est vrai qu'avec ce bagage que vous avez très solide sur la gestion des crises, on imagine que vous avez un regard critique, positif et négatif, sur ce qui s'est passé. Et comme je le disais tout à l'heure, vous avez repéré que même si cette crise est assez exceptionnelle, on n'en a pas quand même tous les 2 ans, des pandémies comme ça, mais vous avez repéré des choses qui sont communes à d'autres crises. Alors j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu ce que c'est que ces éléments. Tout à fait. Alors dans un premier temps, on nous parle de crise sanitaire tout à fait exceptionnelle et nous pouvons constater un certain nombre d'invariants cette crise par rapport à l'ensemble des autres crises. Tout d'abord, dans sa phase d'alerte, dans la phase de détection, nous avons, lors de toutes les crises, en général, une sous-estimation, voire un déni de la part des décideurs, de la part d'experts, de la part de populations, de la situation telle qu'elle existe dans la réalité. Un petit peu comme si on ne voulait pas assumer cette réalité. Alors, ça se fait de façon volontaire parfois, mais également, il faut le savoir, de façon totalement inconsciente, parce que au fond de nous-mêmes, nous savons que cette situation ne rentre pas dans le cadre de ce que nous sommes capables de faire et que nous préférons nous l'affronter. On peut s'apercevoir du caractère critique de la situation et là nous allons pouvoir à ce moment-là entrer dans la phase de gestion de crise. Cette phase de gestion de crise va d'abord démarrer par une forme de sidération, un chaos, parce qu'elle n'est pas prévue, parce que ça ne devait pas arriver, parce que ça n'aurait jamais dû arriver, parce que ça n'était pas prévu et nous sommes donc hors cadre par rapport à notre référentiel. Il s'agit donc très rapidement de comprendre la situation, pour, à partir de là, la prendre en compte et appréhender l'ensemble de ses impacts. Nous constatons également, de façon générale, l'absence de plan ou l'absence d'utilisation de plans ou l'inadaptation des plans par rapport à la réalité. Là encore, c'est quelque chose d'assez général et d'ailleurs bien souvent quand je fais des retours d'expérience suite à des crises d'importance très variable, on me dit de toute façon on n'a pas ouvert les plans parce que ça ne sert à rien. Alors je dis comment est-ce que vous savez si ça ne sert à rien à partir du moment où vous ne les avez pas ouverts? C'est quelque chose d'assez courant. Et ça n'est pas forcément, bien entendu, la bonne façon de procéder. Et puis, cette phase de crise, bien entendu, doit s'accompagner d'un retour à la normale qui est bien souvent sous-estimé parce que déjà sur le plan médiatique, on n'en parle plus, alors que c'est la phase qui dure le plus longtemps et qui va nécessiter encore une ressource extrêmement importante, notamment une ressource humaine. Puis ce retour d'expérience, le rétex, que nous devons réaliser de façon systématique après la crise. Le rétex reste un exercice de style. Bien souvent, on fait un rétex parce qu'il faut faire un rétex. Nous allons jusqu'à identifier les points de fragilité, les points forts, les axes d'amélioration, voire même établir un plan d'action sans que ce plan d'action soit suivi dans les faits. Et finalement, ce qui devrait rentrer complètement dans le cadre de cette amélioration continue, cette fameuse route de Deming, n'est pas totalement aboutissement, que ce soit sur le plan individuel, collectif ou institutionnel, n'est pas mené jusqu'à son terme. C'est assez surprenant quand même de vous entendre parce qu'on voit quand même la phase de déni, la phase de sidération et finalement c'est vrai que c'est ce qu'on a vécu, donc c'est comme un réflexe un peu humain, même quand on est intégré avec des plans, avec des choses comme ça, on a quand même ces phénomènes-là.
Tout à fait, ce sont des, comme je vous le disais, alors, parfois on peut avoir des décideurs qui très rapidement s'aperçoivent que la situation est très complexe et vont, par exemple, dire à leurs subordonnés, écoute, gère-le parce que ça n'est pas de mon niveau, mais toi, bien entendu, comme tu es quelqu'un de fort et intelligent, tu vas pouvoir le gérer. Et puis, à un moment, il faut bien se rendre à l'évidence. Et après cette phase de sidération, c'est de dire non, mais là, effectivement, nous sommes bien dans une phase critique et maintenant, il faut se poser, il faut comprendre et il faut décider. Et pour décider, il faut comprendre et anticiper. Alors là, si j'ai bien compris, donc, et c'est bien intitulé comme ça, c'est les invariants de la crise, quelque chose qui existe et qui se reproduit dans les différentes crises que vous avez repérées avec votre expérience et la société. Qu'est-ce qui est spécifique alors à cette crise Covid? Qu'est-ce qui est vraiment très particulier et qu'on n'avait pas repéré ou pas vécu dans d'autres crises précédentes? Eh bien, on peut s'apercevoir que finalement, cette crise Covid, elle est peut-être pas si différente que celle qu'on a vue jusque-là. Tout d'abord, sur cette phase d'alerte et de détection, dans cette phase de sous-estimation et de déni, on a pu voir, je ne sais pas si vous pouvez passer à la slide suivante. Voilà. Cette phase de déni a été accrue. Alors, est-ce qu'on peut le dire? Alors, je ne sais pas, il y aura un retour d'expérience à faire. Je crois qu'aujourd'hui, on est encore vraiment dedans. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Moi, j'ai lu beaucoup de choses qui, d'ailleurs, parfois sont assez paradoxales, donc je ne veux pas non plus trop m'avancer. Mais on a eu, en tout cas, dans un premier temps, une sous-estimation. J'ai vu beaucoup de choses, le masque ne sert à rien, le virus n'est pas dangereux, ça restera quand la France, donc nous serons très peu impactés, même si on a très vite oublié qu'en Italie, quand même, l'épidémie progressait très vite. Alors pourquoi je ne sais pas trop. Enfin, on n'avait pas de mal. Alors est-ce qu'on a dit que c'était pas grave parce qu'on n'avait pas de masque et c'était mieux de dire que voilà. Donc tout ça, je pense que l'histoire et le retour d'expérience nous le dira. Après, on a également dans cette phase de détection une difficulté à appeler à l'aide malgré des formules d'abonnement. Ça, ce sont nos clients qui nous ont alertés sur le sujet. Est-ce que c'était vraiment une crise? Est-ce qu'on avait des marges de manœuvre dans l'application des règles? En tout cas, au travers de nos clients, et ça je pense que Sylvie l'a dit le temps où je n'étais pas connecté, beaucoup de nos clients dans un premier temps se sentaient très peu concernés, pensant que finalement ce ne serait pas bien grave et que l'organisation habituelle permettrait de répondre aux besoins. Et c'est nous qui avons dû trouver les arguments pour leur faire comprendre qu'en prenant un petit peu de recul, et en comprenant la situation, ils pourraient être très rapidement impactés. Je pense que c'est exactement la même chose sur le plan gouvernemental. Il a fallu à un moment donné se poser et accepter la situation telle qu'elle était. Dans cette phase, ensuite dans la phase de gestion de crise, la sidération a été majeure dans la première phase de cette crise, et notamment au démarrage du premier confinement. Je pense que après qu'on nous expliquait que ça n'était pas grave et qu'on nous dise finalement il faut que tout le monde reste enfermé chez soi, il y a quand même une étape importante qui a été passée. Je parlais tout à l'heure des plans, de l'absence ou de dilatation de plans. Bien là encore, cette crise Covid nous montre que finalement, il y a pas de plans qui ont été appliqués. On a le sentiment, et là encore, l'histoire nous le dira, mais que les décisions étaient prises à mesure, des informations arrivaient, et puis on prenait une décision, et puis une autre information arrivait, et on prenait une autre décision, donc l'impression d'avancer, de reculer, d'aller un coup à droite, un coup à gauche, alors qu'il existe des plans. La France a connu des événements, la grippe H1N1 en fait partie. Nous avons des plans qui permettent, des plans gouvernementaux qui prévoient ce type, alors pas forcément qui n'ont pas bien sûr prévu une pandémie au Covid, mais qui prévoient une pandémie variole, une pandémie Ebola dans le cadre de menaces. Et ce sont des plans qui certes sont peut-être pas parfaitement adaptés à une épidémie Covid, mais qui peuvent sans difficulté, je pense, avec beaucoup d'humilité, être adaptés pour faire face à ce type de crise. Et puis encore une fois, on en a beaucoup parlé, on avait prévu il y a quelques années des stocks de masques, notamment pour faire face à ce type de pandémie, et puis on a considéré que peut-être ça ne servait plus à rien avant que ça resserve à quelque chose. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de brouillons, je suis tenté de dire, autour de cette préparation, de cette organisation, qui nous montre bien que finalement, entre ce qu'on prévoit, ce qu'on veut faire, ce qui existe, ce qu'on croit qui va arriver, etc., finalement l'impossible n'est pas si impossible que ça.
La vraie difficulté, et on le voit encore aujourd'hui, c'est cette phase d'anticipation. On parle beaucoup de cette crise en la prenant sous l'angle sanitaire. Alors je le dis, je le répète, je ne sais pas comment le dire. Non, ça n'est pas une crise sanitaire. L'origine de la crise est sanitaire, mais la crise en elle-même, elle est multisectorielle, elle est pluridisciplinaire, elle concerne tout un tas de domaines. Elle concerne bien sûr l'économie, elle concerne l'éducation nationale, elle concerne le tourisme, elle concerne le travail. Aujourd'hui, on commence à parler très sérieusement d'impact psychologique chez tout un tas de populations. Elle a bien sûr une forte dimension sanitaire avec la saturation des hôpitaux, mais je pense qu'il va falloir réaliser ce travail d'anticipation interservice, interministériel, pour prendre les décisions qui s'imposent et mettre en place les barrières, non seulement pour lutter contre cette pandémie, mais également pour anticiper toutes les conséquences qu'elle va pouvoir avoir à court terme, moyen terme et long terme. Et ensuite, cette crise, je pense qu'il faut qu'on soit pas forcément pessimiste, mais il faut qu'on prévoie qu'elle puisse durer. Arrêtons de croire que parce que nous avons trouvé un vaccin, bientôt, quand tout le monde sera vacciné ou quand 70% de la population sera vaccinée, on aura atteint ce seuil qui permettra d'immuniser toute la population. C'est très rassurant. Politiquement, je pense que le message dit voilà, regardez ce qu'on fait, on va y arriver, on va gagner. Mais je pense que ça nécessite beaucoup d'humilité et il va peut-être falloir mieux se préparer, peut-être se vacciner. Pourquoi pas imaginer une vaccination collective. Mais si on a affaire à un virus qui est du même genre que celui de la grippe, et je ne suis pas un spécialiste, nous savons que tous les ans, les populations doivent se vacciner contre la grippe, que parfois le vaccin fonctionne, que parfois il ne fonctionne pas, que parfois il est adapté. Et je pense que, dernier point, on dit que nous allons faire des retours d'expérience après la crise. Alors après la crise, je ne sais pas ce que ça veut dire, après la phase 1, la phase 2, la phase 3, la phase 4. Peut-être que quand on aura atteint la phase 28, on débutera un retour d'expérience, mais je pense que c'est un peu tard. Le retour d'expérience, il aurait dû démarrer dès la première phase. Peut-être qu'il a démarré dès la première phase. En tout cas, chaque phase, chaque étape doit nous permettre de progresser, doit nous permettre d'apprendre. Et peut-être pour faire en sorte que quand on sera arrivé à la phase 28 de l'épidémie, bien finalement, ses conséquences seront suffisamment faibles pour que nous puissions accepter collectivement à vivre avec ce nouveau risque. Merci beaucoup, Ludovic. Alors, il y avait des accélérations, décélérations dans votre discours, mais je pense que c'est dû à la connexion. Je suis désolé. Pardon, non, mais on a tout entendu. Je suis à l'étranger. Je suis à Monaco, pardon. C'est le succès du e-congrès, on est un peu partout tous ensemble. Voilà, c'est ça. Alors c'est très intéressant ce que vous dites sur la prise en compte et comment on avance malgré tout, puisqu'on est toujours dans cette crise, on voit bien, on n'en voit pas encore le bout. On a déjà des questions pour vous deux, Sylvie et Ludovic, des questions aussi pour Myriam. Je vais commencer par une qui est toute simple, qui dit finalement, on a des mesures qui ont été prises par les décideurs. Elles sont les mêmes, confinement, couvre-feu. Depuis un an, c'est vrai qu'on utilise toujours les mêmes. Comment on peut expliquer que la nature de ces décisions n'est pas évoluée parce qu'on la subit toujours, je lis la question. Est-ce qu'on peut chercher à reprendre le dessus sur cette situation? Comment faire? Alors, moi, si j'avais quelque chose à préconiser, ce serait de s'arrêter. Ce serait de dire à nos décideurs, arrêtons-nous, posons-nous, parce que de toute évidence, les décisions que nous prenons ne répondent pas complètement à nos attentes. Je ne dis pas que nous allons trouver des meilleures solutions, et je dis simplement que s'enfermer dans cette solution du confinement n'est peut-être pas la meilleure solution. D'ailleurs, beaucoup de détracteurs trouvent des arguments qui sont tout à fait recevables pour dire, regardez, on ferme les restaurants, mais depuis qu'on a fermé les restaurants, la pandémie continue à évoluer, donc peut-être que ce n'est pas dans les restaurants que la contamination est la plus forte. Je pense qu'à un moment donné, il faut justement arriver à se poser et surtout ne pas regarder cette crise sous l'angle sanitaire. Aujourd'hui, la vraie difficulté, je crois, c'est la saturation des hôpitaux. En disant qu'il faut absolument empêcher que les hôpitaux soient saturés, parce que si les hôpitaux sont saturés, les médecins ne peuvent plus soigner les malades, et si les malades ne sont plus soignés, ils vont mourir. Voilà. Donc il faut isoler tout le monde pour que finalement les hôpitaux puissent fonctionner normalement. Or, dès qu'on retrouve une vie à peu près normale, c'est ce qui s'est passé cet été, on retrouve de nouveau une accélération de l'épidémie.
Je dis simplement, posons-nous, arrêtons-nous, essayons de prendre le sujet dans sa globalité et envisageons des nouvelles solutions. Mais nous sommes dans ce qu'on appelle, dans le jargon de la gestion de crise, dans un effet tunnelisation. Et il est extrêmement difficile, quand on est un décideur, avec toute la pression que nous pouvons avoir de la part des populations, de la part de l'opposition, de la part des médias, de la part de beaucoup de monde, de dire peut-être que nous nous sommes trompés, peut-être que nous n'avons pas appréhendé le sujet dans sa globalité, et peut-être qu'aujourd'hui il faut changer de cap, parce que ça peut être un aveu de faiblesse, et ça peut être très mal perçu. Une fois de plus, je dis, en gestion de crise, on a le droit de se tromper, parce qu'on ne sait pas, parce qu'il faut inventer, et puis parfois quand on invente, eh bien, il faut accepter l'erreur et se tromper pour progresser. Si je peux réagir, ma caméra a été coupée, donc je pense qu'elle va bientôt être réactivée. C'est côté organisation qu'il faut la réactiver. Donc là aussi, pourquoi en fait on a toujours les mêmes solutions? Parce qu'en fait, la modélisation du problème de la gestion de crise a été mal posée. Et on sent qu'il y a une confusion effectivement entre ce qu'est le phénomène qui se propage, et notamment dans ce cas qui est le phénomène de contamination, et qui est exposé, quels sont les éléments vulnérables sur le territoire qui sont plus ou moins exposés. Et comme il n'y a pas de distinction entre ces deux parties, ce qui est du territoire vulnérable et ce qui est du phénomène qui les rend vulnérables, il y a une difficulté à sortir de cette double mesure. Il y a aussi une difficulté à poser clairement ce que sont les sphères qui sont exposées à la problématique Covid. Est-ce que, effectivement, comme le rappelait Ludovic, c'est que du sanitaire, mais que du sanitaire aigu? Est-ce que ce n'est pas aussi une problématique de sanitaire chronique, avec cette montée de maladies cardiovasculaires? Est-ce que ce n'est pas aussi des problématiques socio-économiques? Est-ce que finalement ces problématiques socio-économiques, elles sont que la résultante de mesures de gestion Covid, ou au contraire, elles sont aussi symptomatiques de la manière avec laquelle on pose les problèmes des enjeux exposés? Il y a aussi un deuxième élément qui fait qu'on a du mal à sortir de ce type des mesures qui sont systématiquement mobilisées sur ces deux vagues, c'est effectivement le fait d'être bloqué dans une dépendance à des décisions qui ont été prises dans le passé, mais aussi de suivre, pour des questions certainement de responsabilité, un certain nombre de mesures qui ont été suivies par les pays voisins, voire les pays en international. Et donc, cette peur de sortir du cadre et de se poser véritablement la question de l'ensemble des mesures possibles et de leurs effets sur les différentes sphères vulnérables, fait qu'effectivement, on n'en sort pas. Alors, j'ai une question justement, Myriam. Après, j'aurai une question pour vous, Sylvie, plus sur la partie facteurs humains et organisationnels. Pour vous, Myriam, il y a une question qui est posée, c'est lorsqu'un risque est identifié, on détermine un risque acceptable pour organiser sa gestion, mais est-ce que cette évaluation, elle a été faite du risque acceptable ou pas? Quand il est identifié, est-ce qu'on veut bien le prendre ou est-ce qu'on n'accepte pas ce risque? Est-ce que ça a été fait durant la crise Covid? Oui, alors c'est une question forte, mais déjà reste à poser la question de qu'est-ce que le risque. Et encore une fois, ce qui a été considéré comme étant le risque à cibler, c'est effectivement l'aigu, l'effet aigu sur la santé. Et du coup, en fait, cette question de l'acceptabilité, alors autant dans certaines sphères, la question de la vie humaine de l'individu se discute. On voit qu'on est... quand je dis toute vie humaine est précieuse, mais néanmoins, nous sommes plusieurs. Il n'en va pas que de la vie d'une personne, il en va d'une population. Alors, comme on a du mal déjà à sortir de cette question de l'aigu versus toutes les autres temporalités chroniques, et ces temporalités chroniques sur les différentes sphères, qu'elles soient sur la santé ou le système social, on n'arrive pas à faire des choix. On n'arrive pas à poser ces conditions d'arbitrage. Et ces conditions d'arbitrage, c'est-à-dire ce que l'on appelle l'acceptable, elles sont souvent, elles glissent, on la voit basculer, changer de forme entre la première vague et la deuxième vague. Au début, en fait, cette question de l'acceptable n'était même pas posée parce qu'il était dit inacceptable de perdre une vie humaine.
Puis on a vu arriver petit à petit la question de cette acceptabilité en fonction de la capacité d'absorption des hôpitaux. Et auquel cas, s'est posé la question de quelles sont les populations à protéger en priorité. Et on l'a vu après arriver sous une autre forme lorsqu'on a posé la question des masques. Qui devait être prioritaire pour porter ces masques? Donc elle a été souvent posée sous des formes indirectement sociopolitiques, voire économiques, mais quand je dis économique, en fonction des capacités du secteur public à absorber une charge importante de personnes exposées. Mais elle n'a jamais été posée clairement comme étant un objet acceptable et jusqu'où ceci est acceptable. Ce qui est clair, c'est que sur l'aspect économique, socio-économique, elle n'a jamais été posée. Elle est apparue malgré tout sous la forme de ce qu'on a appelé ce qui est essentiel, les services essentiels et non essentiels. Mais elle a généré plus de controverses qu'elle n'a apporté de solutions. Merci beaucoup. Alors, comme on a beaucoup de questions et que j'ai encore un intervenant qui s'impatiente de prendre la parole, enfin non, il ne s'impatiente pas, mais en tout cas, moi, je m'impatiente pour lui. Je vous propose qu'on l'écoute et qu'on revienne après aux questions que je voulais poser, notamment à Sylvie Garandel. Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de questions qui commencent à arriver. Alors, je passe la parole donc à Florent Pinaroli. Vous êtes là. Vous êtes responsable sécurité chez Air Liquide depuis 5 ans. Alors vous, à peine arrivé au Japon dans le cadre de vos fonctions précédentes, vous avez vécu le terrible accident nucléaire de Fukushima en 2011. Donc vous avez pu observer ce qui se passe dans une telle situation, avec des comportements côté société qui ont, m'avez-vous dit, été très différents des nôtres, et vous allez pouvoir nous en parler. Mais pour en revenir à la crise actuelle, la crise sanitaire dont on parle, je voulais savoir comment vous l'avez vécu au sein de votre groupe Air Liquide. Est-ce qu'il y a eu ce phénomène dont parlaient Ludovic et Sylvie tout à l'heure de sidération et de déni? Racontez-nous comment ça s'est passé. Oui, bonjour Amélie, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je retrouve vraiment l'expérience qu'Air Liquide vient de traverser ces 12 derniers mois dans ce qui vient d'être partagé par Myriam, Ludovic et Sylvie, et notamment cette première phase de déni, si j'ose dire. Hein. Je me rappelle très bien. Alors, Air Liquide est international, on a des blocs, et donc l'Asie fonctionne de son côté, on a l'Europe, l'Afrique, et puis après, on a tout le continent américain. Et je me rappelle, donc on était peut-être début février l'an passé, où on était du côté du siège social à Paris, un peu dans la négation de ce qui se passait. Et nos équipes en Asie nous disaient, mais là, on a un gros problème. Nous, on vient de décider de ne plus voyager. On vient de décider d'imposer le masque, de demander à des gens, à des salariés de rester chez eux. Et on regardait ça, ça paraît dingue, hein, mais on regardait ça en se disant, mais là, ils en font vraiment trop. Ça nous paraît être une simple grippe et ça va passer. Et on ne comprenait pas. Voilà, on ne comprenait pas et eux ne comprenaient pas qu'on ne comprenait pas. On disait, bah, c'est l'Asie. Et puis, il y a eu une sorte de point de bascule, ce fameux week-end où l'Italie a beaucoup communiqué sur ce qui se passait. Et puis, quand on est revenu le lundi matin, eh bien, ça s'est vraiment imposé à nous. Oui, on est en gestion de crise et ça va concerner aussi l'Europe. Et là, on a commencé à travailler. Et il était temps, d'ailleurs, parce que je pense que ça s'est joué à quelques jours. Parce qu'à partir du moment où on a commencé à travailler, on est retourné voir nos collègues asiatiques en disant, au fait, vous pouvez nous aider à trouver des masques et nous dire exactement ce qu'il faut faire pour se protéger, parce qu'on n'avait pas cette expérience en Europe. Et puis l'autre point intéressant, c'est qu'il y a le troisième bloc, je vous en ai parlé, la partie Amérique, qui a été touchée plus tard. Je crois qu'il y a eu un décalage de peut-être 1 mois et demi, 2 mois. Et je me rappelle très bien, alors qu'on était en crise aiguë en Asie, en Europe, échanger avec les managers d'Amérique du Sud, qui, eux, étaient toujours dans leur phase de déni, malgré nos appels à la vigilance, etc. Et eux, de me dire, mais non, l'année 2020, ça sera notre année de tous les records. On n'a jamais fait autant d'exports, etc. Le business est florissant, etc., etc. Évidemment, dans un premier temps, ils ont bénéficié des premières mesures de confinement qui étaient prises en Asie et en Europe. Bon, malheureusement, on a vu qu'ils ont été rattrapés assez rapidement. Donc moi, ce que je retiens, hein, c'est que j'ai fait partie de ces personnes qui ont été dans le déni dans un premier temps et qui ensuite ont vite retourné leur veste et ont essayé de participer pour rattraper une partie du retard.
c'est que ça correspond à un état d'esprit et je pense que ça fait partie de la préparation qu'on doit avoir dans la gestion de crise. Il ne s'agit pas simplement d'avoir le risque de pandémie, crise sanitaire ou je ne sais quelle crise sur une feuille, sur une matrice gérée par l'entreprise. Non, c'est plus que ça. Être prêt à gérer une crise, quelle qu'elle soit, c'est aussi savoir se préparer en termes psychologiquement à retourner sa veste, à se dire ah, ok, je me suis trompé, à reconnaître ses erreurs, à ne pas s'inscrire dans la continuité quand ce n'est pas la bonne direction, et puis à faire un effort collectif. Mais là, je reviendrai peut-être juste après sur ce qui a pu être observé au sein de l'entreprise. Oui, parce que vous m'avez dit que vous avez aussi identifié parmi tout ça, et après la phase de déni et de sidération, vous avez pu aussi identifier des comportements qui étaient très positifs, qui se sont déclarés comme ça, instinctivement, on va dire, face à cette crise. Expliquez-nous lesquels, dites-nous un peu comment ça s'est passé et comment on peut capitaliser sur ça. Pour nous, une entreprise comme Air Liquide, la crise, c'est évidemment protéger ses employés, ça c'est le numéro 1. Donc, la hantise d'avoir un cluster déclaré sur un site, malheureusement, je ne peux pas dire ça, mais le fait est que nous avons plusieurs milliers de sites de production et que les produits qui sont fabriqués sont absolument nécessaires. Crise sanitaire ou pas crise sanitaire, il faut bien livrer de l'oxygène dans les hôpitaux, il faut bien continuer à faire fonctionner l'industrie agroalimentaire si on veut que les gens se nourrissent, etc. Et nos produits finissent dans un ensemble d'industries qui ne peuvent pas être disconnectées. Donc, il a fallu conserver notre capacité à produire. Donc, le premier défi, c'est celui-ci, c'est continuer à produire, mais ça veut dire aussi que les personnes, les cols blancs, entre guillemets, eux, vont faire du télétravail, alors que les cols bleus vont prendre un risque en continuant à aller dans les sites de production. Donc ça, il faut le gérer. Mais finalement, ça s'est bien passé et ça a peut-être été une des quelques surprises positives de la façon dont les choses se sont organisées. Le deuxième défi, je le disais, c'est au-delà de protéger les employés du groupe, c'est de livrer. Voilà, donc les hôpitaux, les clients prioritaires. Et là, le risque pour une entreprise comme Air Liquide, c'est de faillir, de ne pas être capable de le faire. Et donc, derrière, c'est un risque de réputation, etc. etc. Parfois, les gouvernements s'en mêlent et mettent la pression pour être sûr que l'entreprise va délivrer. Donc là, ça met la barre assez haut, finalement. Et ce qu'on a observé, que je n'avais pas vu venir, il y a plusieurs choses. La première, c'est que beaucoup d'employés ont trouvé du sens dans ce qu'ils faisaient au quotidien, notamment sur les sites de production. Ce n'est pas la même chose de venir le matin pour remplir des bouteilles, on ne sait pas trop où ça part, on ne sait pas trop pourquoi on le fait, entre guillemets, etc. Et puis prendre sa paye en fin de mois, ce n'est pas la même chose que de venir dans un contexte très particulier où ça fait la une dans tous les médias et de se dire, si je réussis à conditionner, à remplir plus de bouteilles, peut-être bien qu'on va pouvoir fournir les hôpitaux et peut-être bien qu'on va sauver des vies. Donc là, un fort ressenti que les personnes ont trouvé du sens qu'ils n'ont pas forcément au quotidien ou dans une situation normale. L'autre point aussi, c'est le niveau de délégation. Gérer une crise pour un industriel, quel qu'il soit, ou d'ailleurs que ce soit, ça veut dire prendre des décisions beaucoup plus rapidement que ce que l'on fait habituellement. Et je crois qu'on n'est pas organisé chez Air Liquide pour prendre des décisions aussi rapidement qu'il le faut lorsqu'on est en crise. Donc, du coup, les équipes se sont adaptées à la situation et on a vu beaucoup de délégations. Et cette délégation, elle a créé quelque chose de très positif. C'est que des personnes qui sont proches de l'action se sont retrouvées en position, de facto, de décider d'elles-mêmes, ça responsabilise et là aussi, ça décuple en quelque sorte l'efficacité. Qui dit crise dit nécessité absolue de prioriser. On n'a plus le temps de tout faire, on n'a plus le temps d'appliquer l'ensemble des processus qui sont prévus et donc il y a moins de déchets. Et ça aussi, ça contribue à mieux travailler de façon plus efficace, peut-être même avec plus de qualité. Un autre élément assez incroyable, c'est qu'au début de la crise, dans ma fonction de responsable sécurité, je me suis dit, voilà, là, il faut s'attendre à avoir une avalanche d'accidents qui vont nous remonter parce que les managers ne sont plus sur les sites, parce qu'il n'y a plus d'audit, parce qu'on ne fait plus les maintenances, parce que les gens courent ou sont préoccupés, parce que les personnes qui viennent travailler ont peut-être laissé chez elles
des parents âgés ou des parents qui sont à l'hôpital ou peut-être même certains ont des décès. Et donc tout ça est propice à faire des erreurs, à prendre la mauvaise décision et à se blesser ou à provoquer un accident. Et en fin de compte, 1 an plus tard, on n'a jamais vu des statistiques aussi bonnes en termes d'accidentologie. On a baissé de 30% le nombre d'accidents, alors qu'on était en pleine gestion de crise. Pour moi, c'était complètement imprévu, et j'en suis le premier surpris. Et dans les éléments d'explication qu'on cherche encore à trouver pour cela, il y a sans doute cette part je sais pourquoi. La société a positionné la sécurité, la gestion du risque très haut dans les médias depuis 12 mois. Et donc, quand on parle de sécurité, de santé au travail, ça résonne sans doute un petit peu plus maintenant qu'il y a 1 an ou 2 ans. Et puis aussi peut-être cette super concentration des personnes dans leurs fonctions parce qu'on est sur l'essentiel et on a un sens, c'est livrer les hôpitaux, c'est livrer les clients prioritaires. Ça a dû contribuer aussi. Donc on voit un certain nombre de points très positifs qui se sont mis en place de façon complètement naturelle dans l'organisation. Et des points positifs que l'on a entendus tout à l'heure avec Sylvie et Ludovic, le sens du travail, trouver un sens davantage, et puis gérer les priorités pour être plus efficace. On ne peut pas tout faire, donc on gère des priorités. Enfin, il y a des choses qui font écho, donc quelque part, on sent que c'est des choses communes que vous avez vécues avec des réactions communes. Est-ce qu'il y a des nouveaux outils, des nouveaux plans que vous avez mis en place pour être en capacité de mieux anticiper cette crise? Et puis, vous avez parlé tout à l'heure, j'aimerais bien que vous y reveniez, sur la capacité d'entraînement. C'est vrai que peut-être ce n'est pas notre culture et vous avez vécu au Japon et peut-être qu'il y a d'autres façons de faire, d'autres pratiques, mais l'idée de s'entraîner, de répéter pour rester agile et, quand on vit la crise, d'être déjà prêt. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces 2 aspects? Oui, alors peut-être que je vais commencer d'ailleurs par le deuxième point. Quoi que je peux... Alors, on a fait un benchmark parce qu'on a été aussi un peu pris de court dans la mesure où comme toute entreprise, on identifie nos risques principaux, donc le risque financier, etc. Et puis le risque industriel, bien évidemment. Et on s'est rendu compte que pandémie n'était pas dans notre top 40. Bon, mince, alors ça veut dire qu'on n'a pas été capable d'identifier le risque qui finalement nous est tombé dessus. C'est un petit peu embêtant, donc on se remet en question. Et puis en benchmark, alors les autres, vous l'aviez, vous, pandémie ouais, alors certains l'avaient. Mais ils nous disent quoi? Ils nous disent ouais, on l'avait, mais ouais, c'est normal parce que nous, on gère 250 risques. Donc, on les a tous. Mais du coup, en termes d'efficacité, ils n'en ont pas fait grand-chose. Ils avaient quelques documents avec quelques paragraphes, mais très théoriques. Et finalement, c'est très peu actionnable. Donc, un retour d'expérience assez intéressant pour nous. En réfléchissant un petit peu à ce qui s'est passé, en voyant les recettes qui ont fonctionné, où ça a marché, où ça a moins bien marché, moi je suis, alors ça n'engage que moi ce que je vais dire, mais je suis convaincu que le sujet de préparation, d'entraînement, il réside ailleurs. C'est pas évidemment qu'il faut faire ces exercices d'identifier des scénarios possibles, qu'est-ce qu'on fait si jamais ça arrive, etc. Il faut évidemment pas s'occuper de tout ça, mais il ne faut pas s'arrêter là. Et ce qui va faire la différence, à mon avis, lorsqu'on traverse la crise, quelle qu'elle soit, c'est pas tant de l'avoir dans son top 40 et d'avoir 2 ou 3 procédures qui disent quoi faire, c'est plus large. C'est est-ce qu'on a les outils pour communiquer rapidement et efficacement ensemble? Est-ce qu'on a l'habitude de travailler ensemble ou pas? Est-ce qu'on est dans une société ou dans une organisation qui est très silotée, où les gens ne savent pas trop ce que font les autres, ne savent pas trouver des compétences? Il y a des savoirs qui sont assez rares, mais très utiles dans ces situations. Si je fais référence à Fukushima, par exemple, très vite, là aussi, Air Liquide se retrouve fournisseur de gaz, donc d'azote, pour aller éteindre les feux dans la centrale nucléaire de Fukushima. Ouais, sauf que ça, ce n'était pas un scénario qui avait été prévu. Donc, on fait quoi? C'est quel chauffeur qui va accepter? On envoie quel chauffeur là, sur la centrale? Parce que c'était quand même un petit peu chaud sur l'instant. Une fois qu'on a envoyé, qu'on a trouvé un chauffeur, on l'équipe comment pour le protéger?
Une fois qu'il a livré son azote avec son camion, le camion, quand il revient et qu'il sort de la zone contaminée, on fait comment pour le remettre dans le circuit? Est-ce qu'on peut le remettre dans le circuit ou pas, etc. Et donc, ces questions qui sont très basiques, mais importantes, il y a très peu de personnes dans l'organisation qui sont capables de trouver les réponses ou d'apporter les réponses. D'ailleurs, parfois, ce n'est pas forcément chez Air Liquide, c'est ailleurs. Et donc, être prêt à gérer des crises, c'est aussi avoir des gens un peu entraînés à trouver ces informations, à savoir où sont les personnes sachantes. Voilà. Et puis, j'ajouterais un autre point, c'est important, garant du succès pour gérer une crise, c'est sans doute la transparence. Transparence, alors c'est plus un concept, mais pour moi, c'est une barrière à la performance en sécurité dans mon activité quotidienne, c'est-à-dire que prenons l'exemple d'un management qui va mettre une très forte pression sur une partie de son organisation pour avoir des bonnes performances sécurité. S'il se passe quelque chose qui n'a pas blessé quelqu'un, on va avoir tendance à ne pas le dire. Bah oui, je ne veux pas être le mauvais élève. Donc, ce type d'organisation-là ne va pas favoriser la transparence. Le problème, c'est que, bon, voilà, un certain nombre de personnes qui écoutent savent très bien que c'est dans ces presque accidents et ces signaux faibles que se trouve la source des progrès, et non pas simplement dans la partie immergée où les gens se blessent ou il y a un accident. Eh bien, je pense que c'est un peu pareil pour la gestion de crise. Il faut avoir un niveau de transparence suffisant entre les opérations, les sites qui produisent, dans un atelier, les opérateurs et leur management direct, pour se dire les choses, parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Il faut prendre les bonnes décisions. Il ne faut rien se cacher. Il y a des informations qui ne font pas plaisir, mais il faut avoir ce niveau de transparence. On est d'autant plus efficace. Et puis, quant à la partie entraînement, ben oui, évidemment. À partir du moment où je ne veux pas dénigrer les scénarios, au contraire, il faut avoir des scénarios. Et au Japon, un des risques évidents, c'est celui du tremblement de terre. Mais il y a aussi celui du typhon et celui du volcan, etc. Mais bon, celui du tremblement de terre, c'est tout petit, hein, c'est dès la crèche. Ma fille a fait 3 ans dans une crèche japonaise et elle était complètement entraînée à savoir, je fais quoi? S'il se passe quelque chose, je fais quoi? Il y a des règles, il y a des lignes de couleurs, il y a des équipements à porter et il y a une discipline collective et on s'entraîne à appliquer cette discipline collective. S'il y a un exercice d'évacuation dans un bâtiment, tout le monde descend sur le point de rassemblement. Voilà. En Europe, j'ai pu observer, en tout cas en France, j'ai pu observer des comportements un peu différents. S'il y a un exercice d'évacuation, il y en a toujours un qui a une bonne raison pour rester dans son bureau parce qu'il a une réunion très importante, surtout plus importante que l'exercice d'évacuation, etc., etc. Donc, on voit bien quand même que culturellement, ça peut être très différent en fonction d'où on se situe sur la planète. Merci beaucoup, Florent. Alors, comme l'heure avance et qu'il y a quand même encore des questions à traiter, justement en lien avec ce que vous dites, alors au-delà de la maternelle, comment il y a une question qui dit justement tout à l'heure, Sylvie et Ludovic nous identifiaient les invariants des multicrises, hein, et vous-même, vous parlez d'entraînement ou quoi. Comment on fait? Il y a une des questions qui dit comment on fait, que je poserai donc plus à Sylvie et peut-être à Florent, comment on fait pour se préparer, pour préparer les cadres et toutes les personnes qui doivent faire face à ça. Et une autre question qui est un petit peu en lien, c'est, on voit l'importance d'être concentré pour être plus performant, mais est-ce qu'on peut garder ce niveau de concentration dans la durée? Je vous demanderai juste de répondre, peut-être Florent et Sylvie, là, sur ces 2 questions, parce que j'en ai d'autres, de manière assez synthétique pour qu'on puisse établir à peu près, passer en revue toutes les questions. Alors, j'ai beaucoup parlé, donc je laisse peut-être Sylvie. Alors Sylvie, peut-être, comment on peut préparer tout le monde à ces invariants que vous avez repérés? Comment on peut faire en sorte qu'on s'entraîne? Sylvie Garandel. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Donc c'est bon. J'ai pas la main sur la vidéo, mais c'est pas grave. Donc effectivement, ça y est, ça vient. Pour cette partie, comment se préparer, ben, en fait, c'est pas si simple que ça. Et effectivement, je pense qu'il y a à la fois des choses qui vont permettre de déclencher un certain nombre d'automatismes pour l'alerte, pour le fait de mobiliser en fait un certain nombre de personnes au niveau de la cellule de crise. Et là, on est sur des choses vraiment de l'ordre d'automatisme où il faut s'entraîner, quoi. Il n'y a pas d'autre solution. Et puis après, travailler sur des exercices un peu plus élaborés, avec des scénarios qui vont créer de la surprise, créer des situations inédites.
pas forcément inédite de manière évidente comme ça, mais créer en fait de la complexité finalement. Hein, parce que qu'est-ce qu'on constate par rapport à cette crise-là en particulier, c'est que c'est une crise systémique. C'est pas une crise qui va n'aborder qu'un pan de la société. Et donc, typiquement, la difficulté, c'est d'arriver à ce raisonnement un petit peu systémique, ce raisonnement pour faire face à la complexité. Et ça peut se faire qu'en travail d'équipe. Et donc, du coup, l'idée, c'est sur ces exercices de crise, c'est apprendre à travailler ensemble, apprendre à être très efficace ensemble, apprendre à écouter les différents points de vue et à un moment donné à décider. Et alors, il y a une question supplémentaire, Sylvie, tant que vous en parlez, c'est le plan de continuité d'activité. On en parle beaucoup. Les entreprises, est-ce que c'est un besoin? Est-ce que ça répond véritablement à un besoin? Est-ce qu'elles l'utilisent vraiment dans la gestion de crise? Alors, nous, ce qu'on a constaté, en fait, c'est que ces plans de continuité d'activité sont souvent des éléments qui sont très théoriques. Oui. Et c'est un peu le travers qu'on a pu voir se présenter suite justement à la grippe aviaire, etc., où il y avait des débuts de plans de continuité d'activité qui ont été mis en place, des visions un petit peu orientées uniquement RH. Et du coup, c'est un peu la difficulté de ces plans-là qui sont trop théoriques, qu'on va avoir du mal à appliquer jusque dans le détail. Et donc, il est intéressant que ces plans de continuité d'activité soient d'un niveau un peu plus élevé et plus général pour laisser la place justement à l'innovation qui est absolument nécessaire en situation de crise. Donc, que ça serve de support, mais que derrière, voilà, on puisse ajuster les choses, ajuster la voilure, etc. Alors, pour compléter la question, Florent, je vais continuer, donc, puisque Sylvie a répondu en partie sur l'idée de la préparation, mais il y a une autre question, Florent, sur Air Liquide, très très précise, qui demande quelles sont les missions vitales pour l'entreprise Air Liquide et est-ce que l'une d'entre elles a été menacée durant cette crise? Compliqué comme demande. Oui et non, je crois que je l'ai déjà précisé, hein, c'est la fourniture des hôpitaux et des patients à domicile, parce que là, c'est la vie des personnes qui est en jeu. Hein, c'est pas la même chose de ne pas livrer des produits à un fabricant de crevettes surgelées ou de fournir un hôpital. Donc la priorité, elle est clairement là. Et puis ensuite, il y a un certain nombre d'industries qui sont également prioritaires parce que sans nos produits ou les produits de nos concurrents, il y a un risque de sécurité. Hein. C'est par exemple la pétrochimie, où on utilise des gaz pour inerter des cuves, etc. Donc, s'il y a rupture d'approvisionnement, ça pose un gros problème. Ou d'autres industries où sans les gaz, vous ne sortez pas les produits et donc c'est des produits qui disparaissent. Et je parlais de l'agroalimentaire, oui, ça c'est un peu embêtant. Et, voilà. Et ce n'est pas une question de faire la une des journaux, c'est plus une question de jouer son rôle sociétal en quelque sorte. Donc oui, voilà. Est-ce qu'à un moment donné, on a été en tension? Oui, bien sûr, notamment sur les hôpitaux. Peut-être que vous avez lu et vu des nouvelles dramatiques du Brésil ce week-end. Mais sachez que c'est aussi extrêmement tendu plus proche de nous, en Égypte, en Afrique du Sud aussi, c'est tendu en Inde, etc. Mais on est sur, si j'ose dire, les besoins augmentés d'un facteur 10. Donc on essaye de fournir des hôpitaux qui consomment parfois 10 fois plus qu'à la normale. Donc ça veut dire que tout est dimensionné pour des quantités qui sont plus du tout les mêmes. Et donc ça, oui, c'est un défi quotidien et c'est là où on a besoin de cette résilience et de cet engagement des personnes qui sont concernées par ces activités médicales. Et c'est là où j'ai eu personnellement la bonne surprise de voir que le premier réflexe n'a pas été de se dire « Oh là là, moi je ne vais pas sur le site parce que je ne veux pas prendre le risque d'être contaminé ». Certains se sont même manifestés en disant « Non, 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 nous on veut aller sur le site, hein, surtout ne coupez pas, on veut aller participer ». À cet effort collectif pour livrer les hôpitaux. D'accord. On voit alors que le risque, on essaie de le diminuer. On n'y arrive pas toujours, évidemment, à le faire disparaître. Il y a une question que je poserai peut-être à Myriam, mais vous me dites si l'un d'entre vous veut répondre. Pourquoi est-ce qu'il est si difficile d'expliquer au niveau des médias et donc du public que les mesures de réduction de risque sont imparfaites, mais néanmoins utiles? C'est-à-dire qu'on va vers la réduction des risques, mais on n'arrive jamais au zéro risque, ou en tout cas, c'est délicat.
Oui, en fait, ce n'est pas difficile à expliquer, c'est que c'est une difficulté politique qui est due à une posture politique de montrer l'infaillibilité des systèmes publics ou des systèmes privés d'ailleurs. Et du coup, quand on s'enferme dans un discours qui dit qu'on est infaillible, forcément, à un moment donné, on a du mal à revenir sur un certain nombre de notions. Donc, montrer effectivement que gérer les risques, c'est avoir une démarche raisonnée, une démarche proportionnée pour essayer de réduire au maximum un certain nombre d'effets sur les tiers, et c'est ce qu'il faut montrer. Alors que dire qu'avec une démarche, on va régler tous les problèmes et être aussi sûr de soi, ça c'est ce qu'il faut éviter en matière de posture et politique et d'ailleurs scientifique. Donc ne pas se présenter en tant que détenteur de certitude. Oui. Justement, il y a une question en lien avec ça, c'est de dire, on entend beaucoup les conseils d'experts, mais est-ce qu'un expert peut être décideur? C'est un expert scientifique. Oui, merci. D'abord, en fait, la tendance actuelle, effectivement, est d'insister sur l'expert et non l'expertise. Et en fait, l'expertise, elle doit être issue de plusieurs experts. C'est normalement une expertise scientifique. Et dans ce cadre de problèmes complexes, l'expertise, elle ne peut pas venir que d'une seule discipline ou d'un seul savoir. Donc, d'autant plus le besoin de s'appuyer sur quelque chose qui est pluriel. Alors, effectivement, là, on a une double tension qui s'est opérée, c'est que vous avez une volonté de beaucoup de scientifiques d'occuper la scène médiatique, et du coup, derrière ça, ils ne sont plus vigilants à l'instrumentalisation du savoir scientifique auquel ils ont obtempéré. D'un point de vue politique, on a une instrumentalisation du scientifique, mais qui, en fait, cette instrumentalisation a toujours existé, et d'ailleurs, c'est pour ça que pendant longtemps, et on continue à voir ça, pendant longtemps, on a séparé science et décision, on a séparé évaluation des risques et gestion des risques, même si la frontière entre évaluation et gestion n'est pas infranchissable, il faut une séparation de pouvoir. Tout en, bien évidemment, pour ceux qui font de l'évaluation, regarder ce qui se passe dans la sphère de gestion et inversement pour les comprendre. Mais là, effectivement, on a un glissement important, en tout cas, qui s'est accentué pendant cette crise Covid. Et je dirais que derrière ça, si l'on regarde de manière plus fine, on voit quelque chose, on voit un point de bifurcation arriver sur quelque chose qui s'est dessiné il y a de nombreuses années, sur une forme de déconstruction de l'organisation des grands corps d'État. Donc, à veiller, quoi. Vigilance, on va dire. Vigilance. Un point de vigilance pour la suite ou pour actuellement la crise. J'avais envie de terminer, peut-être, si Ludovic nous entend et peut reprendre le micro, parce que vous avez une petite citation d'un philosophe qui est intéressante, puisque finalement, on est toujours dans la crise. Hein, il va falloir continuer quelque part à vivre avec cette crise. Et comment on fait, justement? Alors, ce philosophe nous indique un petit peu qu'il faut continuer à vivre, en gros, malgré les risques. Oui, c'est ça, c'est effectivement suite à une interview sur l'émission C'est politique du philosophe Gaspard Koenig qui s'est exprimé justement sur cette crise, alors qui n'est pas, comme ça vient d'être dit et répété, qui est une crise systémique, qui n'est pas qu'une crise sanitaire et pour laquelle il faut arriver à croiser les regards de différents experts pour finalement avoir une expertise sur cette crise globale. Et ce que ce philosophe disait, je trouvais ça extrêmement intéressant, c'est si on s'installe dans la durée, il va falloir apprendre à vivre avec ce risque, sans en parler tous les soirs aux infos, sans en parler toute la journée. Sinon, on va juste cesser de vivre pour éviter de mourir. Voilà. Et je trouvais cette citation, son propos particulièrement pertinent au regard de ce que nous vivons actuellement. Bon, je suis un peu mal placée parce que je vais continuer à en parler à la télé, mais bon, c'est pas grave, vous me pardonnerez, parce que c'est aussi l'information. Bien sûr. Mais merci beaucoup en tout cas à vous tous parce que c'était vraiment très intéressant et on a envie de continuer à discuter là-dessus. On a l'impression qu'il y a énormément de choses à apprendre de cette crise, à prendre en recul, même si on est toujours dedans. C'est vraiment très très intéressant d'avoir chacun
dans votre angle de vue, vos recueils, vos réflexions. C'est vraiment très, très riche et merci beaucoup pour tous ces éléments. J'aurais bien continué encore une bonne heure, mais on a notre séquence de remise de prix qui arrive, là, voilà, on y est. Un prix recherche et industrie et 4 prix Lambda-Mu d'or. Et je vais passer tout de suite la parole à Pierre-Étienne, qui est toujours là, pour justement nous dire un petit peu ce que sont ces prix avant d'arriver au lauréat. Pierre-Étienne. Merci Émilie, merci à nos différents orateurs également. C'est effectivement un moment important, traditionnel de tous les congrès Lambda-Mu, récompenser un certain nombre d'auteurs de différentes communications dans des catégories spécifiques. Alors, nous avons quelques personnes au sein du bureau de comité de programme qui ont été spécifiquement en charge du suivi de ces différents prix et c'est donc à ces différentes personnes qu'on va laisser la parole maintenant pour introduire à chaque fois les prix et présenter les lauréats. Donc, on peut commencer tout de suite avec le prix. Alors, on commence par le prix Recherche et Industrie. Et oui. C'est Mitra Fouladirad, qui est chercheur à l'Université de Troyes, et Lily-Rose Lagadec qui vont nous présenter ces prix et appeler les lauréats en ligne, puisqu'on fait tout en ligne maintenant. Donc, Mitra et Lily-Rose, je vous laisse la parole. Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir laissé la parole. Bonjour à tous. Je vous souhaite une bonne année. Je suis Mitra Fouladirad de l'Université de Technologie de Troyes et j'ai eu l'honneur cette année de participer au jury de recherche et industrie de Lambda-Mu. Alors, ce jury était composé de plusieurs personnes menant des horizons différents. Lily-Rose Lagadec de la SNCF, Leïla de GEDERGA, Bruno Agnier de l'Université, Walter Schoen de l'Université de Technologie de Compiègne et Gaëtan Blaison de Ligeron. Alors, avec différentes personnes participants, on a pu avoir un regard différent sur les présentations et pouvoir faire un choix déjà de sélection de candidats et avec les demandes qui ont été faites. Et nous avons plusieurs candidats. Nous avons Maxime Redondin, Université Gustave Eiffel, Institut VDCOM, qui a travaillé sur les approches de classification pour l'analyse de fiabilité et la définition de stratégies de remplacement préventif des marquages routiers. Mouna Rifi, qui a fait sa thèse en Sorbonne Paris-Cité avec EDF et R&D sur la modélisation et analyse des réseaux complexes, application à la sûreté nucléaire. Et puis, Amaury Bazadjet, qui a travaillé au CEA en partenariat avec l'Université Sophia Antipolis sur la conception d'un dispositif d'évaluation de la formation lors des renouvellements de sous-traitants en quasi-intégration. Le contexte d'exploitation en sûreté-sécurité au CEA. Alors, vous voyez bien qu'on a vraiment des sujets très, très à la mode, très intéressants, avec des défis scientifiques et puis des applications réelles dans le monde d'industrie qui sont chères à nous tous. Les critères de décision, entre autres, étaient la qualité scientifique du travail, la pédagogie, la méthode pédagogique de présentation dans l'article, la présentation orale, aussi bien au niveau de la pédagogie, aussi bien qu'au niveau des supports de présentation, l'aspect innovant des travaux, bien sûr, et puis l'enjeu sociétal qui est au cœur de toujours chaque année, de chaque séance Lambda-Mu, des prix recherche-industrie, et la prise de risque, bien sûr, dans le choix de cette thèse et la façon où le problème a été résolu, et l'enjeu pour l'entreprise de lancer une thèse et puis comment ils sont arrivés à avoir des résultats intéressants. Tous les candidats, ça veut dire les 3 dont je viens vous présenter, que mes collègues ont travaillé avec moi, malheureusement pas tous présents pour pouvoir participer à cette dernière session, tous les candidats ont fait preuve de pédagogie et la qualité scientifique des travaux était similaire et très bien, c'est-à-dire on n'a pas pu trancher d'une manière simple pour dire qu'il y avait un candidat dont le sujet scientifique était moins intéressant au niveau industriel. Malgré ça, le jury devait faire quand même un choix et puis essayer de décerner un prix
parce que, évidemment, chaque lambda mu, on a un prix qui est donné. Donc, le jury a noté surtout une différence au niveau de la présentation. Lors de la présentation, nous avons remarqué une différence au niveau de la prise de recul du candidat lors de la présentation et la description du sujet de thèse. Et on a quand même remarqué une différence sur la qualité des supports. Les 3 sujets étant très intéressants, avec un fondement scientifique très solide, nous avons pu juste nous baser sur la qualité pédagogique du travail effectué. Et le jury a décerné le prix au candidat qui était le plus clair, avec un support le plus didactique. Tous les supports étaient didactiques, mais il y avait certains supports qui étaient plus didactiques que d'autres, avec une plus de prise de recul qui peut aussi se justifier par le domaine ainsi que la durée de thèse et puis le poste que la personne peut occuper après sa thèse ou tout de suite être dans le cadre de ce domaine de travail. Et tout ayant, on a regardé le candidat qui a pu satisfaire tous ces critères, tout ayant une ouverture sur l'application possible dans d'autres domaines de ces méthodologies. Alors, the winner is Maxime Redondin, qui de l'Institut Webcom, aujourd'hui pourra avoir le prix Recherche et Industrie. Normalement, dans une grande salle, on devrait entendre des applaudissements. Vous allez entendre que mon applaudissement. Tous, hein. On applaudit en ligne. Donc, je félicite Maxime pour ce travail et cette présentation pédagogique. Nous avons été nombreux à assister à sa présentation et puis je laisse la parole à Émilie. Mais je pense que je vois Maxime Redondin, je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot, parce qu'on vous a bien applaudi. Alors, si vous avez le micro branché, on vous écoute peut-être un petit peu. Ému ? Oui, vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui, on vous entend. Oui, déjà, je remercie, très bien. Je remercie les membres du jury pour avoir publicité ma thèse. C'est effectivement c'est un gros travail qui a été fait au sein de l'Institut VDCOM. Je tiens à remercier mes encadrants de thèse côté IFSTAR, Laurent Bouillot et Dimitri Daucher, qui m'ont accompagné durant toutes ces années et même après ma thèse sur les recherches. Et je remercie également les gens qui ont participé à mon jury de thèse et qui ont examiné mon travail maintenant et pendant et au moment de ma thèse. Et je remercie finalement l'Institut VDCOM, notamment pour avoir aussi soutenu d'un point de vue un peu plus industriel mes sujets, et également pour avoir financé et soutenu mon travail depuis maintenant 5 ans. Eh bien, bravo, Maxime Redondin, merci. Bravo encore. Hein. Les applaudissements, on les entend comme ça. Hein. Bravo, félicitations. Et je vous propose, alors après ce premier prix Recherche et Industrie, de passer aux 4 prix Lambda Mu d'or qui vont être présentés par Julie Berton, expert sûreté de fonctionnement chez Thales, et par Christian Blatter, consultant et formateur chez Christian Blatter Conseil. Je vous laisse tous les deux prendre la parole pour présenter ces prix et nous indiquer qui a gagné. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Ça va? Je souhaiterais donc, à ce moment où on est arrivé pratiquement au terme de ce 22e congrès, de faire cesser un suspense insoutenable et remettre les 4 fameux Lambda Mu d'or qui récompensent les meilleures communications parmi toutes celles qui ont été identifiées par les groupes de relecteurs. Alors, Julie, en principe, doit... Oui. Tu as la parole. Bonjour à tous, Julie Berton. 2 Lambda Mu d'or, méthode et industrie, récompensent les communications qui ont été remarquées de par la qualité ou l'originalité de la démarche méthodologique et l'intérêt de sa mise en œuvre industrielle. Un Lambda Mu d'or récompensera la communication remarquée pour son lien avec le thème du congrès, qui est bien évidemment les risques au cœur des transitions. Et enfin, le dernier Lambda Mu d'or est le Lambda Mu d'or du public. Alors, le premier Lambda Mu d'or, méthode et industrie, est attribué à Thaïs Leboisselier de la DGA, division système de système,
pour la présentation qu'elle a faite en début d'après-midi, simulation numérique en aide aux études de survivabilité des systèmes de systèmes. Donc Thaïs a travaillé sur le concept de survivabilité de systèmes dans le domaine militaire. Elle a réalisé une simulation à base d'agents informatiques de supervision de simulations numériques existantes. Et on lui dit bravo, on lui dit félicitations et on l'applaudit virtuellement. Et je crois que Thaïs est avec nous. Thaïs Le Boisselier, pareil, si vous voulez dire un petit mot. Oui, bah alors merci aux membres du jury de m'avoir nommée. Je suis un peu surprise, agréablement surprise. Et je vais remercier surtout mes collègues, puisque aujourd'hui c'est moi qui ai présenté un travail collectif. Et donc je vais remercier très vivement l'ensemble de mes collègues qui ont participé à ces travaux. Et puis également un partenaire, Fred Berton à Capgemini, qui a beaucoup œuvré également. Et puis mon prédécesseur, puisque moi je suis arrivée sur un poste qui était déjà en route. Donc mon prédécesseur, Michael Blobaum, a beaucoup aussi travaillé sur le sujet avant moi. Donc je récolte un peu l'ensemble des fruits des travaux précédents également. Donc voilà, je ne peux que partager ce prix avec l'ensemble de l'équipe. Bravo, félicitations à nouveau. Je laisse Julie et Christian reprendre la parole alors. On continue pour la suite. Suspense insoutenable. Allons-y. Le deuxième Landamu d'or méthode et industrie est attribué à Claire Tissot de l'INRS, Institut national de recherche et de sécurité, pour la communication intitulée « Les techniques bayésiennes appliquées à des données d'accidentologie ». La communication présente une approche de classification naïve bayésienne appliquée à des données d'accident du travail selon une variable textuelle qui est l'activité de la victime. Alors, bravo à Claire Tissot, bravo et félicitations, toujours des applaudissements virtuels, mais chaleureux. Claire Tissot est connectée, si jamais vous voulez prendre la parole pour quelques mots, Claire. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend parfaitement, allez-y. Normalement, vous devriez me voir aussi, mais donc je suis émue et je ne m'y attendais pas du tout. Et donc, je voudrais remercier tout le monde. Et en fait, c'est une reconnaissance et c'est très stimulant. Voilà. Et donc, je voudrais aussi remercier l'MDR et toute l'organisation d'avoir réussi à mener le congrès jusqu'au bout dans ces difficiles situations et conditions. Voilà. Merci. Bravo, bravo encore, félicitations. Des conditions difficiles, mais on y arrive. Hein. Un grand succès. On s'adapte en fait. Exactement. Julie, Christian, je vous laisse poursuivre le troisième. Pour poursuivre le troisième, c'est le Landamu d'or qui porte sur le thème « Les risques au cœur des transitions » qui est attribué à Sébastien Delmotte comme premier auteur, mais aussi Florent Arignon, tous les deux faisant partie de MAD Environnement, et puis Maya Gonzalez de l'UMR 1391 ISPA Bordeaux Sciences Agro, pour MARIS, modélisation et analyse des risques d'une espèce invasive dans le contexte du changement climatique. La communication concerne la modélisation d'un processus complexe par une approche pluridisciplinaire. Le projet MARIS combine en effet une approche biosécurité sur la dispersion de l'agent d'Europe avec une approche sociologique sur les pratiques de gestion. Bravo à Sébastien Delmotte, je crois qu'il est en ligne également. Bravo, félicitations virtuelles encore une fois, mais intenses. Est-ce que vous voulez prendre la parole pour un petit mot, Sébastien? Eh bien oui, merci beaucoup. Merci à l'IMDR et à ce prix qui, j'avoue, me surprend et surprendra mes co-auteurs, mais je pense que ça montre quelque chose de très important, c'est l'ouverture aujourd'hui que l'IMDR donne vers des problématiques qui sont moins orientées sur son cœur finalement de connaissances qui étaient initialement la sûreté de fonctionnement et s'ouvre vers les problématiques environnementales. Et on l'a démontré par cet article, les problématiques environnementales qui peuvent être traitées par les outils qui sont également utilisés en sûreté de fonctionnement dans des domaines plus industriels, c'est-à-dire les outils de modélisation et les outils d'analyse de risque. Donc, merci beaucoup. Bravo, encore félicitations. Et à mon avis, l'environnement, on va continuer à en parler très régulièrement dans les années qui viennent. On continue, merci et bravo encore. On continue, Christian et Julie, je vous laisse pour le quatrième prix.
Le quatrième prix, c'est donc le Landamu d'or du public. Le Landamu d'or du public a été attribué à Michal Curella, Rémi Laurent et Mathilde Baquet pour la communication intitulée « Classification automatique des faits techniques pour la conformité des lanceurs spatiaux ». La communication présente une méthode d'évaluation des conséquences des faits techniques et de classification automatique de la gravité liée à ces faits techniques, dans l'objectif d'assurer la conformité des lanceurs spatiaux vis-à-vis de la loi sur les opérations spatiales. Eh bien, bravo à Michal Curella. Je ne sais pas s'il est là pour félicitations, hein, toutes nos félicitations. Est-ce qu'il est là ou un de son équipe pour dire quelques mots? Je ne crois pas. Personne ne répond, mais on félicite chaleureusement en tout cas. Très grande félicitations. Et en tout cas, merci pour tous ces prix. Hein. Il y en a beaucoup qui ont été surpris, donc finalement, c'est des choix super et ça doit faire chaud au cœur ce soir d'avoir été récompensé comme ça. Alors, on m'informe qu'il est resté en Guyane. Voilà, voilà. Donc, c'est un bon choix aussi. Merci beaucoup, en tout cas, à tous. Merci à Christian et Julie pour les prix et bravo aux lauréats, encore les félicitations. Vous aurez le détail de tout ça sur le site du Congrès. On arrive à la fin de cette cérémonie de clôture qui a été vraiment très, très intéressante. En tout cas, pour ma part, j'ai trouvé que les échanges étaient vraiment très intéressants. Et maintenant, je laisse la parole pour un mot de conclusion à Philippe Lepoac, président de l'Institut pour la maîtrise des risques. Philippe, c'est à vous. Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous me voyez. On vous voit, on vous entend parfaitement. Très bien, merci. Bon, je vous présente tout d'abord mes meilleurs vœux pour 2021. Donc voici venu le moment de clore ce congrès Landamu 22 inédit. Ce congrès était prévu au Havre en octobre 2020. C'est le 14 mai 2020 que nous avons pris la décision de le transformer en e-congrès compte tenu de la crise sanitaire et de l'échelonner. La décision faisait suite au travail d'un groupe anticipation que nous avions créé et animé par Yves Mérian. Je remercie toute la communauté IMDR, tous les participants. Vous avez été plus de 300 à vous inscrire. Je remercie tous les auteurs d'avoir répondu présents pour la présentation de leurs travaux dans ces conditions particulières, d'avoir accepté de se plier aux contraintes de l'exercice en enregistrant leur présentation au préalable. J'inclus évidemment dans les auteurs les intervenants lors de la session d'ouverture et de la session de clôture aujourd'hui. Je remercie les présidents de session qui ont dû aussi s'adapter à cette formule particulière. Merci aux exposants, merci aux sponsors qui nous ont soutenus. Merci à tout le comité de programme qui a travaillé dans des circonstances qui sont devenues exceptionnelles sur le chemin. Merci évidemment particulièrement à Pierre-Étienne Labeau qui a présidé ce comité de programme et qui a fait un travail remarquable. Pour sourire un moment, Pierre-Étienne avait des scrupules d'accepter la présidence de ce comité de programme car, travaillant à Bruxelles, il craignait que les transports ne lui permettent pas d'être toujours présent. La suite a montré que ce n'est pas gênant puisque tout le monde a été obligé de travailler à distance sans se déplacer. Et si je connaissais l'humour de Pierre-Étienne, je ne connaissais pas son talent de chanteur ni de parolier de chansons. Merci aussi à Carole Duval qui a secondé Pierre-Étienne et l'a suppléé en cas de besoin. Merci à l'équipe de l'IMDR, Clément, Manon, Cyril. Merci à nos partenaires de Polynôme qui ont dû innover pour faire en sorte que ce congrès ait quand même lieu. Chloé, Sarah, mais je pense aussi à Steven qui nous a quittés sur la route, et Lisa. Tous ont travaillé dans des conditions difficiles et on ne saura jamais, mais jamais, tout le travail qui a été effectué. Merci à Émilie d'avoir animé la table ronde et la session de clôture. Merci à tous. Mais la vie continue, comme dit le dernier titre du livre de Bernard Pivot. Il y aura donc un Landamu 23 en 2022.
J'ai oublié de remercier Carole Duval, qui a secondé Pierre-Étienne et l'a suppléé en cas de besoin aux côtés de Pierre-Étienne au comité de programme. Et je vais à nouveau remercier bientôt Carole Duval. Les finances de l'IMDR sont fortement impactées par les conséquences de la crise sanitaire et nous avons recherché un lieu qui serait gratuit pour le prochain congrès. EDF R&D a accepté de nous recevoir gracieusement dans ses locaux du plateau de Saclay. Je les en remercie chaleureusement, avec encore une mention particulière pour Carole, qui y a beaucoup contribué. Carole a été désignée comme chef de projet à EDF pour cet accueil du Lambda-MU 23 et je suis sûr qu'elle réussira à faire de ce futur congrès un succès. Un congrès Lambda-MU sur le plateau de Saclay a du sens aujourd'hui puisqu'il est désormais un haut lieu de l'éducation et de la recherche alors que l'université de Saclay, avec ses différentes composantes, est désormais entrée dans le top 20 mondial. Nous espérons tous, bien entendu, qu'en octobre 2022, la pandémie de Covid-19 sera un mauvais souvenir et que le congrès Lambda-MU 23 pourra se faire comme dans le temps, en présentiel, et que nous retrouverons les échanges et la convivialité qui sont les caractéristiques de nos congrès. Mais nous étudierons une solution hybride, car peut-être certains auront pris goût au distanciel et qui génère des économies de transport et d'hébergement. Et ça a été rappelé tout à l'heure par Pierre-Étienne, la possibilité du replay est devenue quelque chose d'intéressant. Nous nous retrouverons auparavant aux entretiens du risque en novembre 2021 avec une formule nouvelle. On va essayer de mixer un appel à communication type Lambda-MU et des conférences invitées comme traditionnellement dans nos entretiens du risque. Et c'est Myriam qu'on a vu aujourd'hui et Sylvie qu'on a vu également aujourd'hui qui préside le comité de programme. Le moment est donc venu de nous quitter. Je vous dis encore merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Merci. Merci. Merci à tous. Merci. Normalement, quand le président dit au revoir, est-ce qu'il ne doit pas se lever et aller vers la porte qui est au bout pour rendre un hommage à un récent disparu? Oui, alors je vais prendre, je vais prendre un ton giscardien et je dis au revoir. Voilà. Encore merci à tous. Parfait. Merci également. Merci. Bravo. Bonne fin de journée à chacun. Merci. Bravo. Merci. Bravo à tous. Super. Bon courage. Merci Pierre-Étienne. Merci Philippe. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt.